Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Alors, j'ai une blague. C'est l'histoire d'un schtroumpf. Il tombe et il se fait un bleu. Ah, elle est pas mal. J'en ai une aussi, moi. C'est l'histoire de Blue Beetle. Il se balade, il tombe et il se fait un bleu, en fait. Bah, c'est sale, c'est pareil. Bouillard. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans ce nouvel épisode de Comics Outcast. Si je ne dis pas de bêtises, c'est le 213e, toujours au rendez-vous évidemment pour vous parler BD américaine. Je suis Luxbox et j'aurai le plaisir d'être votre hôtesse ce soir. Je suis bien évidemment bien entourée, ça fait deux bien mais on est toujours bien. Je vais commencer par ma gauche, à la technique et à la chronique, nous avons XT. Comment vas-tu XT ? Ça va très bien, bonjour. Merci. C'est la patate ? Ouais. Ça fait au moins quelqu'un qui a la patate, c'est bien. Le bec de mer s'enchaîne, l'énergie reste là. C'est vrai que pour remettre un petit contexte, on n'arrête pas les jeux de mots pourris, alors peut-être que ça sera communicatif pour l'épisode, on va voir si on n'a pas envie de trop vous saouler, peut-être qu'on s'abstiendra, enfin bref. Que lis-tu en ce moment XT ? Mince, je te prends au dépourvu. Ouais, ça peut être Télérama, hein, on te jugera pas un peu, mais... Qu'est-ce que j'ai lu dernièrement ? Si, je crois que j'ai lu du Tsukasa Ojo, donc du City Hunter. D'accord. Et c'est un peu vieux certains trucs, mais ça me fait rigoler, mais très bêtement. Bon. Bah, l'important, c'est que ça te plaise et que ça te détende. Juste en face de moi, j'ai Jean Vocat. Comment vas-tu ? Ça va bien. Tu es épuisé, mais ça va bien. Oh, mais ça va aller. On est là avec plein de bonne humeur, plein de bonnes ondes. Ça va le faire. Est-ce que tu lis quelque chose, toi, en ce moment ? Je lis ce qu'il faut lire pour l'émission. J'ai pas le temps de dire autre chose. Du coup, pas de spoiler. Pas de spoiler. Bah, du coup, j'ai oublié de vous demander sur quoi vous alliez parler. Bon, c'est pas grave. Comme ça laisse la surprise pour tout à l'heure. On s'en fout. Et enfin, l'unique Regen. Bonsoir, bonjour. Comment ça va, toi ? Écoute, ça va. Des semaines chargées, mais ça va bien. Ouais, tu gardes le cap quand même ? Oui, exactement. Bon, le parfait. cap Iten. Le cap Iten America, encore plus. Et toi, est-ce que tu lis quelque chose en ce moment ? Eh bien, moi, je viens de finir de relire, parce que j'avais fait un parti pour Comics Outcast Wonder Woman Historia, qui est formidable s'il en est. Et là, je vais sans doute enchaîner sur Wonder Woman Terre 1 avec le 3e opus par... je viens de perdre le nom, mais vous l'avez chez vous en bas de votre écran. Grant Morrison. Merci. Telex. Grant Morrison. Très bien, donc un run Wonder Woman, enfin du Wonder Woman, une thématique Wonder Woman en ce moment. Très bien. Avant le King, peut-être, qui sait ? Avant ? Le King. Le King ? Tout à fait. Tom. Tom King. Je l'avais pas. Très bien. Je vous rappelle le principe de l'émission. Émission en 3 parties. D'abord, nous allons traiter des reviews. Ensuite, nous allons traiter du focus. Et enfin, du hors les bulles. Je donnerai un peu plus de détails pour les nouveaux auditeurs et ou nouvelles auditrices, évidemment, à chaque fois. Mais bon, je pense qu'on est prêt. Pratiquement prêt. C'est bon, tout le monde est chaud. Oui. Eh ben, c'est parti. Alors, Comics Outcast 213, c'est de la bonne. Alors, le principe des revues, c'est chacun des chroniqueurs choisit un titre dont nous allons lire les 3 premiers chapitres, 3 premiers fascicules, 3 premières revues. Bref, vous avez compris le principe. On décrit le bousin, on en parle, c'est parti. Par qui je commence ? Oh là là, ça fait... Donc, pas par XT qui est en train de manger un bonbon, visiblement. Ah, les coulisses. Il était en train de faire des grands gestes un peu dramatiques, je me demandais ce qui se passait. Donc, et pas par Jean qui vient de manger un bonbon aussi. À ce moment-là. Ok, moi je vous préviens, c'est pas moi qui ai fait les reviews, hein, donc moi je suis là juste pour faire le chef d'orchestre. Donc XT a mangé son bonbon en premier, donc du coup, pas de chance, c'est lui qui commence. Attends, j'en prends un deuxième. Battez-vous surtout. Hein. Alors, du coup, de quoi allons-nous parler ? Nous allons parler d'un truc. Voilà, tout de suite. Bille chose, ouais. Ouais, d'un truc, ça va presque avec le nom, parce que le nom du comic s'appelle Click, Click, Boom. Autrement dit appelé Click, Click, Boom. Voilà, littéralement. Très en forme, on vous Ça, dit. ça, ça. Oh, putain. Ça va être long. Très Je sens que ça va être très très long. C'est donc une mini-série en 5
et que en Mini sur un écrit par Doug Wagner. Doug Wagner, on le connaît ici parce qu'on a review une de ses séries juste avant la pause estivale, qui était Plush, pour ceux qui s'en souviennent. Oui. Qui était plutôt chouette. Enfin, de moi en tout cas, j'ai bien aimé. Voilà. Et au dessin, nous avons Doug Daba. De quoi ça nous parle, ce Click Click Boom? Eh bien, je trouve le nom très bien trouvé, parce que assez amusant par rapport en jouant bien avec son concept. Parce que ça démarre par quoi? Première page. On a une fille, ils ont trouvé le bon terme. Cheveux roses, muette, clairement, on comprend très vite qu'elle est muette, et elle est en train de regarder une famille en train d'avoir un bon petit repas ensemble de famille, et elle leur colle leur propre photo qu'elle a pris à travers la vitre, sur la vitre, comme ça, avec un grand sourire. Eux ne comprennent pas trop ce qui se passe. Nous, en tant que lecteurs, on ne comprend pas trop ce qui se passe non plus. Mais on se dit, ok, soit. Bon, ça continue comme ça. Clairement, elle semble juste s'éclater avec sa photo. Et ça a l'air d'être son kiff, donc d'où le clic. Mais oui, donc le boom. Et oui. Et un peu après, dans la rue, elle se fait agresser sexuellement en se mettant une petite main aux fesses par un gars random dans la rue. Concrètement, elle le prend en photo, elle se casse. Et puis, elle va faire SL qui met la main aux fesses à un autre mec, et puis elle le prend en photo, et puis voilà, elle se casse aussi. Bon, une entrée en matière un peu curieuse, mais ce n'est pas fini. Parce qu'elle rentre dans une banque. Et là, grand plan, on a un plan d'image global sur la banque, mais pas à l'intérieur, et on en voit plein de boum badaboum, crac crac. Et on se dit, elle est partie pour faire un casse. Et ben non. Elle ressort sans sac ni rien. Et elle regarde avec un air un peu mélancolique une photo un Polaroid, du coup c'est un Polaroid, son appareil photo, ce qu'on suppose son grand-père à ce moment-là. Qu'il est en l'occurrence d'ailleurs, d'une vieille personne sur cette photo, et là nous avons un flashback. Et en fait le comics va comme ça alterner un peu ces phases de flashback régulières. Je reparlerai un peu de la partie flashback un peu après. On a donc fast forward juste un peu après, on se retrouve dans la vie d'une autre personne, une podcasteuse, coucou, qui s'appelle Serena Biggs et qui suit ces événements, mais c'est la podcasteuse version true crime, ce genre de choses que nous connaissons aussi très bien. Enfin, j'imagine, bref. Pas personnellement, mais... Non, mais la popularité de ce genre marche bien. Oui. Et donc, en fait, on apprend donc, que quand elle était à la banque et qu'elle est ressortie les mains vides, en fait, elle n'est pas ressortie les mains vides, c'est surtout qu'elle est ressortie plus légère que ce qu'elle est rentrée, parce qu'elle a déposé plein de photos de ce grand-père. Et c'est là où on se dit, bon, ok, il doit y avoir en effet une histoire là-dessus. Et qui est ce grand-père, en effet? Donc c'est un vétéran de l'armée vietnamienne, de la guerre du Vietnam, pardon, et qui l'aurait élevé. Et elle qui semble muette depuis qu'elle est petite. Donc du coup, après, notre podcasteuse, elle, en parallèle, elle va commencer à enquêter. Et donc, elle fait des recherches comme sur elle. Elle se rend compte que cette personne n'est connue de personne, ni évidemment aucune trace sur Internet, ni quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. En enquêtant, elle va commencer à voir qu'il y a des liens avec une entreprise qui s'appelle la Minerva World Service Corporation. En gros, une entreprise un peu... On ne sait pas trop ce qu'elle fait concrètement, mais bon... La World Company. Ouais. C'est exactement ce que je veux dire, la World Company. Ouais. Donc, elle se retrouve en fait, à force de creuser, elle se fait capturer par deux gars, se fait attaquer, et au final est sauvée par notre héroïne, et c'est comme ça en fait du coup c'est comme ça qu'elle s'en rend compte. C'était ça. Et donc ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait elle se dit mince, je l'ai trouvée, elle est toute excitée, elle se dit c'est incroyable nouvelle, mais en même temps elle est en train de se dire qu'est-ce qui vient de se passer sur moi là, où est-ce que je suis, parce qu'elle se retrouve dans l'appartement qui semble être un bunker, enfin pas un bunker mais un appartement bien protégé de notre personnage principal qui s'appelle Sprout en l'occurrence, qui est en fait évidemment pas vraiment son vrai nom, ce qu'on suppose bien, mais c'est juste parce que et Jay, si tu nous entends, c'est un surnom qui est donné aux enfants américains, on va dire, enfin un sobriquet plutôt comme ça, et du coup qui viendra son nom officiel dans le comics. Et c'est donc notre podcasteuse, quand elle se réveille, elle se dit oh là là, du sang, et elle retombe dans les pommes. Fin de l'issue 1. Donc ça part comme ça, on a ce départ un peu avec nos deux héroïnes concrètement un peu, enfin très différentes dans leurs aspects. Donc une guerrière aventurière parce que on sent qu'elle sait gérer la bagarre et qu'on voit que c'est son grand-père qui lui a tout appris.
Et elle, la podcasteuse qui cherche à trouver son scoop pour se faire connaître. Sauf que du coup, les agents de la World Company, concrètement de la Minerva World Company, les ont suivis. Et évidemment, elles se retrouvent dans cet appartement pour aller leur casser la gueule et les chercher, parce que par vengeance. Et sous une forme d'un peu de maman, j'ai raté l'avion, concrètement, elle défonce tous les hommes de main se font péter la gueule par des pièges comme attention, il y a une croix au sol et ils tombent dans le trou. Il y a un petit fil qui cache sous la porte qui tire un flingue automatiquement, ce genre de bêtises. C'est plus létal, mais c'est clairement la même idée. Oui. Voilà. Et ce qui est assez marrant, c'est que aussi, elle, pour protéger donc sa copine podcasteuse, elle lui dit mets-toi là, mais elle le fait communiquer que par des photos parce qu'elle est muette. Et en fait, le twist du truc, c'est qu'elle ne communique que via ses photos, même pas par des gestes de langage des signes, parce qu'a priori, elle ne sait pas le communiquer, mais uniquement par des photos. Et c'est ça un peu qui rend tout le petit twist assez amusant en fait de ce bouquin. C'est le jeu de la communication et comment communiquer les choses. Et en fait, tout le comics va, en tout cas sur les 3 premières issues, va continuer un peu sur cette dynamique. Donc en allant un peu plus loin, on comprend en fait que pourquoi elle était partie dans cette banque et pourquoi elle s'est poursuivie par le boss de l'entreprise, parce que le boss est il s'appelle Harvard Dillinger et a priori selon le flashback qu'on aurait vu, ça serait lui qui aurait abattu son grand-père et qui avec lui aurait eu un deal incroyable. Donc ouais. Donc en fait, ce qu'on voit aussi, c'est que en attendant, quand elles vont dans une autre planque, nos deux amies, et qu'est-ce qu'on remarque sur Sprout, c'est qu'en fait, elle aime bien faire la teuf. Et donc en fait, il y a quelques anecdotes, et ça, je trouve ça très rigolo. Elle vient de buter 15 000 mecs, il y a la podcasteuse qui est chez elle en train de dormir, mais elle va faire la teuf. La teuf revient le lendemain matin avec des pailles sur le nez, et elle quand Serena, quand elle la voit arriver, elle fait mais qu'est-ce que tu viens de foutre là, t'as de la paille plein les yeux, t'es sorti en boîte ou quoi? Elle fait oui, j'étais en boîte et tout. Enfin, elle fait comprendre qu'elle était bien en boîte. Donc voilà, il y a quelques côtés vraiment très sympas. Donc après quelques péripéties de ce genre-là, elles se disent, la podcasteuse se dit bon, je connais une juge qui pourrait peut-être nous aider à coincer la World Company. Peut-être qu'elle pourrait nous aider. Bon, c'est une connaissance qui sent un peu le chat de peau, mais pourquoi pas. Elles y arrivent et là, paf, qu'est-ce qui se passe? Elle est déjà morte. Fin de l'issue 2. Pan, pan, pan. Les bruitages à la bouche comme il nous l'avait promis, je vous le dis. Heureusement qu'il n'a pas fait le sprout à la bouche. J'attends les petites voix. Attends, les petites voix vont peut-être. La petite voix de la personne muette, c'est plus compliqué. J'avoue, c'est compliqué. Donc après, en fait, on repart sur un début du show en bagarre, pareil, un peu de manière un peu folklorique avec mets-toi là, mets-toi ici avec des pièges partout, c'est la même mécanique et c'est franchement assez jouissif. Moi en tout cas, c'est assez marrant en fait de voir ça, parce que vraiment le côté un peu vraiment jeu de maman j'ai raté l'avion quoi, vraiment, enfin le côté sympa, on va dire. Et elles s'en sortent. Globalement, l'intrigue commence à être claire et en gros on a le boss de la World Company qui va la suivre et qui est beaucoup plus à ciel ouvert et elle qui les poursuit pour lui péter la gueule. Reste que dans cette histoire-là, en fait, on est sur une mini-série en 5, donc clairement, il cherche pas à faire compliqué un truc avec plein de secrets partout. Il reste efficace dans ce qu'il est en train de nous raconter. Donc ça se finit un peu comme ça. Je vais pas en rajouter plus parce que 5 issues, si je finis de tout vous raconter, ça sera pas drôle. Mais reste qu'il y a quand même des histoires très sympathiques. Très sympa, c'est la manière dont les bagarres sont amenées, parce que c'est vraiment jouissif dans le côté maman j'ai raté l'avion, comme pour me le répéter encore une fois, mais aussi vraiment le côté de il y a des croix partout au sol pour qu'elle aide sa pote Serena à dire tu te mets là et surtout tu bouges pas, et évidemment il se passe plein de trucs pour qu'il se passe plein de trucs autour d'elle mais jamais sur elle, et qu'on voit quand elle se déplace, en fait il lui arrive une couille ou ce genre de choses. Typiquement c'est ce qui se passe à la fin de l'issue 3 où elle ne suit pas tout à fait les règles qu'elle lui a fait comprendre via les photos de ce qu'elle devait faire, et il lui arrive une bricole, et donc voilà ce qui est concrètement la fin de notre issue 3. Donc globalement, qu'est-ce que j'en pense de tout ça? C'était très très sympathique. On n'est pas sur un chef-d'œuvre, clairement pas, mais on est quelque chose de très drôle, en tout cas, qui marche bien avec son personnage. C'est-à-dire qu'il arrive en quelques pages à rendre ses personnages très attachants, que ce soit Sprout ou Serena. Les deux sont vraiment très attachants, je trouve. Mais après, ce n'est clairement pas le... je les vois en train de rigoler à cause du Sprout là. Oui, mais là, ça va lui faire la soirée, soyons clairs. Excusez-moi, je suis fatigué, mais Sprout, je m'en remets pas. Ça veut dire chou, non?
Je sais pas. Oui, Il mais me semble. Je sais pas ce que ça veut dire en anglais, mais je vois ça bien ce veut que ça dire veut dire en français surtout. Excusez-moi. on voit dans son regard de Jean à côté depuis tout à l'heure qui est mort de rire pendant la moitié de la chronique. Alors. La fatigue. C'est complètement idiot. Hein. Et donc, en fait, sur cette histoire-là, c'est vraiment ce qui ressort. C'est quelque chose de dynamique, de divertissant, qui n'essaye pas de révolutionner quoi que ce soit, mais par contre, qui a de très bonnes idées et qui sait les exploiter en peu de temps. Et je trouve que rien que pour ça, ça vaut le coup vraiment d'être lu. Ok. Très bien, merci. Je vais demander à tes petits camarades ce qu'ils en ont pensé. Et je vais commencer par Jean. Oui. Alors, moi j'ai trouvé ça très bien aussi. Déjà d'entrée, j'ai trouvé le dessin et les couleurs absolument parfaits pour l'ambiance de l'histoire. Les couvertures sont au top aussi. Elles sont vraiment excellentes. C'est d'ailleurs le même artiste qui fait les couvertures et l'intérieur. Mérite de signaler parce que c'est pas toujours le cas et les couves sont vraiment très très bien. J'ai trouvé que l'entrée en matière était vraiment très très bonne et très intelligemment faite parce que en quelques planches muettes, quand on la suit dans la rue, de façon intelligente, on nous fait comprendre le décalage de ce perso avec le reste du monde. Donc on nous la présente, on voit qu'elle est en décalage avec le reste du monde et derrière elle rentre dans la banque et elle fait une tuerie, donc ça nous met dans l'ambiance directe et donc dans l'ensemble j'ai trouvé ça très bien. J'ai beaucoup aimé la dynamique entre les deux personnages. Je trouve qu'elle fonctionne bien. C'est une formule classique, c'est la formule du buddy movie. Une fois de plus, c'est deux personnages qui sont très différents et qui font équipe. Donc effectivement, il y a une guerrière intrépide et Serena qui est présentée comme beaucoup plus timorée et qui va certainement évoluer au long de l'histoire. Après, c'est vrai que sur l'histoire elle-même, où je te rejoins, c'est vrai que on sent que c'est pas très compliqué, ça va vite et c'est simple. On n'a pas l'impression qu'il va y avoir un très très grand mystère derrière. Elle veut se venger du chef de la grande entreprise qui a abattu son grand-père. On n'a pas l'impression qu'il va y avoir un énorme secret en plus derrière. Et pourquoi pas, moi ça me fait penser... un petit film, une petite série B efficace en 1h40 à deux personnages qui ont une quête et qui l'amènent au bout. Et surtout, ce qui compte plus que l'histoire elle-même, c'est la dynamique entre les personnages. Donc un grand oui. Mon seul bémol, c'est qu'il y a de temps en temps au niveau de la narration des trucs qui sont pas toujours super clairs. Notamment à la fin de la troisième issue, justement, quand Serena ne se tient pas exactement à l'endroit où elle devrait se tenir pour éviter d'avoir des problèmes. La façon dont c'est mis en scène, j'ai pas compris. Il manque une case ou deux. Ouais, j'ai pas compris ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce qu'elle fout là ? J'ai dû faire ah d'accord, ce qui s'est passé, c'est ça. Donc c'est un petit peu dommage quand il y a ce genre de choses. D'autant plus que sinon, à part de temps en temps des petits soucis comme ça, j'ai trouvé la mise en scène plutôt belle, je veux dire bien pensée. Il y a des cases qui sont bien pensées, le découpage est chouette. Donc oui, voilà, je suis curieux de connaître la fin, ça se lit vite et je suis curieux de connaître la fin. Tu vas la lire, la fin ? Je pense, oui. Ok. Et toi, Regan, qu'en as-tu pensé ? Non, c'était cool. Suspense. Non, vous avez dit déjà pas mal de choses. Je retiens clairement le côté page turner, c'est-à-dire que on n'a pas le temps de se poser des questions et c'est très bien comme ça avance vite, l'intrigue est simple mais efficace, simple mais pas simpliste comme souvent. Qu'est-ce que j'ai noté ? J'ai bien aimé que la première fois qu'elle va la sauver, son ami journaliste, au moment de s'évanouir, le journaliste la regarde et elle a des lunettes de soleil en forme de cœur. Ah oui, c'est vrai. Et elle fait « Elton ?» C'est très, très Écoutez, drôle. ça m'a fait rire, c'est tout simple. Le petit côté, évidemment, maman, j'ai raté l'avion. Le petit côté, ils le disent d'ailleurs dans le comics, un peu Looney Tunes. Clairement, genre, c'est tellement préparé qu'elle peut la mettre à un endroit précis, il lui arrivera rien. Littéralement, Bip et le coyote, quoi. Donc, ça marche, c'est vraiment hyper efficace. 5, c'est le bon nombre. Très clairement, il fallait sûrement pas faire plus. Non, il n'y a pas grand chose à reprocher. J'aime bien aussi que le dessin, il y ait des personnages assez naturels au niveau des formes, etc. Parce que des fois, on a tendance
à partir des archétypes un petit peu trop arc-boutés là-dessus. Donc c'est assez naturel. Le dessin accompagne bien, comme on disait, la narration. Le fait qu'elle soit muette aurait pu être un gimmick, pardonnez-moi l'expression, à la con. C'est pas le cas. Ça marche bien. Ça fait fonctionner le récit. Il y a des décors, effectivement, comme souligne notre ami Matt dans le chat. Non, franchement, des fois, pourquoi se compliquer la vie ? Ça fait plaisir d'avoir des choses qui marchent bien. Et encore une fois, c'est marrant de voir que c'est pas la quantité de mots, c'est pas la quantité de pages, c'est pas la complexité de l'histoire, mais des fois, il y a un truc qui marche bien et clairement, on passe un vrai bon moment, simple mais efficace. Et j'en profite juste pour rebondir sur le côté, sur le fait qu'elle est muette et que, comme tu dis, c'est pas un gimmick à la con, mais pour remettre une couche sur les dessins et sur l'expressivité des personnages qui, du coup, le regard, elle est le super visage, expressive. ouais, le dessin la rend super expressive, super attachante. Il y a un vrai truc, il y a un vrai talent là. Ok, ça a l'air d'être plutôt un oui alors. Oui, général et massif. Très très bien. Nous allons passer à la deuxième revue et je vais passer cette fois la parole à Jean qui n'a plus de bonbons. Très bien. La déchéance. Alors. Le bruit de papier. il regarde sur son iPad, bien sûr. c'est un iPad de 1982. Alors. Je vais vous parler de The Vigil. The Vigil, c'est une mini-série DC Comics, scénarisée par Ram V. Oui, Ram, oui. On l'aime bien. Qu'on l'aime bien. On l'aime bien au village. Detective Comics, Swamp Things, et surtout, on avait tous beaucoup aimé ici The Many Deaths of Layla Starr, tout à fait. entre autres. Au dessin, on a Lalit Kumar Sharma, qu'on a vu sur Truth and Justice et sur Daredevil. Et à la couleur, on a Rain Beredo et Dave Sharp, ou Dave Sharp, je ne sais pas, qui est le lettreur. Alors, un petit peu de contexte. C'est une série qui est sortie, dont le numéro 1 est sorti en mai de cette année, en mai 2023, à l'occasion des célébrations par DC du mois du patrimoine des Américains d'origine asiatique et des îles du Pacifique, le AAPE, PI d'ailleurs. Et donc pour l'occasion ils ont lancé 3 mini-séries sous le label, sous le brand Dawn of DC, sous la bannière We Are Legends, et ces titres mettent en scène 3 super-héros récents qu'on a pu croiser dans l'event Lazarus Planet. Alors moi j'ai rien lu de tout ça et c'est pas gênant. C'est pas une obligation. C'est pas ça le fond du problème. Et donc il y avait 3 séries, Spirit World, City Boy et The Vigil. Alors, je vais pas me lancer dans un résumé issue par issue et scène par scène, parce que sinon on va pas s'en sortir. Vous sentez que ça va être dur ou pas C'est simple. Un résumé Laisse parler ton cœur. global. The Vigil, c'est donc un groupe d'individus, un groupe d'intervention secret, à la solde pas vraiment du service secret indien, mais en fait non, parce que leur chef il a démissionné tout en disant que non, mais enfin j'y reviendrai. Il est composé de essentiellement 4 personnages qui sont Saya, qui est un chevalier du Zodiac. Voilà, joli. Qui est un Le frère de Sayé. Voilà, c'est un homme qui a le syndrome Ehlers-Danlos au stade suprême, c'est-à-dire que sa peau n'est pas attachée au reste de son corps et que ses os sont semi-élastiques. Autrement dit, c'est pas terrible. Oh là là. Et grâce à des implants électriques et à un masque d'ailleurs sans visage quasiment, qui peut coller sur les gens et ensuite il peut prendre leur forme. Donc c'est un shift shaper. Voilà, on a Dodge qui est une jeune femme qui est dotée de super vitesse, pour faire simple. On a Arclight qui est en gros électro. Voilà, et on a Castle qui est un jeune hacker sociopathe. Voilà, et donc cette équipe fait des actions secrètes pour récupérer des technologies ou des méta-humains et pour empêcher qu'ils tombent dans de mauvaises mains.
Voilà, donc pour vous parler par exemple, dans la première issue, on a en parallèle un bateau cargo qui est attaqué par des pirates maritimes. Et en fait, on va voir ce groupe intervenir et on va surtout découvrir à l'occasion de leur intervention que c'est pas du tout des super-héros. Ils sont pas là pour sauver les gens et concrètement, c'est des assassins. Ils éliminent extrêmement rapidement et extrêmement brutalement tous les pirates. Il se trouve qu'ils ont sauvé les otages, mais c'est Coup de bol. Voilà, coup de bol. C'est entre guillemets, si j'ose dire, un dommage collatéral bénéfique. Une réussite collatérale. Voilà, une réussite Réussite collatérale. Mais vraiment, ce qui les intéresse, c'est appelons ça un MacGuffin technologique qui se trouve en fond de cale, sur lequel est marqué LexCorp. Et leur but, c'est de récupérer cette technologie, de la détruire, mais en ayant au préalable établi vers où elle était censée aller. J'ai pas bien compris comment ils avaient établi ça, mais enfin, ils ont établi ça. Les hackers savent ce qu'ils font. Voilà. Donc Ça leur tient à cœur. voilà. Donc on a cette action pendant les issue 1 qui nous permet de présenter l'équipe avec ses différentes capacités de chacun. Dans cet épisode-là, on voit surtout Saya et Dodge. Et puis, à côté de ça, on a l'histoire de Saha. Alors attention, faut pas confondre Saya et Saha. Saha est une jeune femme à qui un ancien membre des services secrets indiens du nom de Ratis passe le relais en début d'épisode en lui disant maintenant c'est vous qui allez être l'agent de liaison avec entre ce groupe d'intervention qu'elle ne connaît pas encore et un certain monsieur Lightless. Et donc voilà. Et ensuite on a aussi le docteur Sankaran qui est en discussion avec pour le coup les autorités gouvernementales indiennes qui lui reprochent d'avoir complètement échoué dans son programme de création de méta-humains. Ils lui disent en gros comment ça se fait que les Américains ils pondent des méta-humains toutes les 3 minutes, y compris des méta-humains affiliés à Kite Man, quoi, l'homme cerf-volant. Donc c'est quand même incroyable et que nous on n'est pas foutus d'en avoir un. Il fait ouais mais je suis désolé c'est pas ma faute et bon il s'en va. Et donc il démissionne et on va en fait découvrir que en sous-main, il a réussi puisque c'est lui qui a recruté, formé l'équipe des vigiles et que c'est lui qui les dirige. Et donc on a Saha qui va arriver dans les locaux, assisté par vidéo interposée à l'action du groupe sur le bateau. Il va passer son temps à dire mais ils vont jamais y arriver. Et en fait si, ils vont y arriver. Enfin oui, ils ont des super pouvoirs. Et puis là-dessus, alors attention, donc le docteur Sankaran, il ne travaille plus pour le gouvernement parce qu'il a démissionné en disant que son projet avait échoué. Elle est envoyée pour faire liaison avec Monsieur Lightless, mais le docteur Sankaran lui dit en gros oui, mais Monsieur Lightless, il faut pas trop qu'il se mêle de ce qu'on fait quand même, etc. Vous suivez encore parce que moi ça fait longtemps que j'ai décroché. Je suis perdu là. Mais moi ça fait longtemps que je comprends même plus ce que je lis. Non. Et donc voilà, ça c'est l'issue 1. Et dans la dernière scène de l'épisode 1, Ratis est tué par un autre agent qui veut savoir qui est Monsieur Lightless. Bon, c'est assez rigolo parce que dans la première scène, Monsieur Ratis, quand Saha lui a dit « Vous allez où maintenant ?» Il dit « Je vais voir si je peux trouver un endroit pour poser une pêche sans me faire abattre sur les toilettes. » Et en fait, il meurt à la fin abattu sur ses toilettes. Voilà. Donc, ça ratisse large. Ça ratisse large. Dans l'issue 2, on a un flashback sur Arclight, sur son histoire, à savoir qu'il faisait partie de l'armée, que sa famille est morte suite à une fuite et une explosion d'une usine chimique, et que ça l'a complètement traumatisé. Là-dessus, on l'envoie sur une mission sur le site où devait être envoyée la tech qu'ils ont récupérée dans l'épisode 1. Et on se retrouve dans un complexe où il y a un enfant qui a été modifié, qui a un contrôle sur le temps, donc le temps, le weather, les nuages, la pluie, tout ça, la météo. Ça fait très Akira. Cet épisode, c'est complètement Akira. Même il y a des dessins qui le rappellent. Enfin, c'est voulu. On voit aussi qu'apparemment le docteur Sankaran, il joue double jeu parce que dans des flashbacks de la création de cet enfant modifié, on voit qu'il y était. Donc commence à dessiner le fait que ce docteur joue un double jeu, comme le dit très intelligemment ça dans l'épisode 3. J'ai l'impression qu'il ne nous dit pas tout. Elle a toujours un train de retard, c'est épuisant. Voilà.
Il y a un assassin qui tue quelqu'un d'autre, j'ai pas compris. Et voilà. Arclight, il massacre tout le monde, c'est une horreur dans sa mission. Et puis à la fin de l'issue 2, le Doc disparaît dans une dimension étrange. On ne sait pas ce qu'il va faire. Dans l'issue 3, ça a fait un rapport sur les dernières opérations de The Vigil à Monsieur Lightless en disant « Ouais, je sais pas si cette équipe c'est vraiment bien. » Pendant que Saya vole son visage et il se rend chez elle. Il va voir sa famille, il va voir sa maman, etc. Et en fait, son but, c'est de voir si elle est fiable, si elle est, etc. La DGSE, quoi. La DGSE. Voilà, et au passage, on a une présentation rapide du dernier membre, Cassel, qui est donc ce jeune hacker sociopathe dont on nous dit, dont Saas demande, mais il est tellement bizarre, il est tellement froid, il a tellement pas de sentiments, c'est un sociopathe, pourquoi est-ce qu'il est avec nous finalement ? Et la réponse, qui est pas mal, je trouvais, c'est préférable qu'il soit avec nous que contre nous. Donc voilà, pour le résumé. Bon, comment dire ? C'est en 6. Séance 6. Voilà, on l'a déjà dit plusieurs fois ici, on fait Comics Outcast tous sur notre temps libre. Et du temps libre, on en a plus ou moins. Et il se trouve que là, j'en ai eu un peu moins. Donc, c'est pas... Donc ce que je peux déjà dire, c'est que ce comics ne s'adresse pas aux gens qui n'ont pas beaucoup de temps et qui sont un petit peu fatigués. Ça, c'est le premier truc. Et donc, effectivement, mon ressenti va être teinté... Et c'est totalement injuste. Peut-être des mauvaises conditions dans lesquelles je l'ai lu. Et j'espère sincèrement, on verra, que mes petits camarades vont contrebalancer mon avis. Mais la vérité, c'est que ça m'a saoulé, mais d'une force. Ça se sent un peu dans ton résumé. C'était terrifiant. C'était terrifiant. Des tartines de texte. Et je suis pas contre les tartines de texte dans l'absolu. Mais pour finalement pas grand-chose, quoi. C'est pour une histoire que j'ai trouvée fort peu originale. Et je sais que je dis toujours qu'on a déjà tout raconté. Mais là, il n'a pas réussi à m'emporter. C'était trop compliqué. Ça partait dans tous les sens. Je m'en sortais pas. Je comprenais pas. Et il y a plein de trucs qui m'ont terriblement manqué, notamment Ramvé, quoi, dont je suis fan absolu, et j'ai pas du tout retrouvé ce que j'ai aimé chez cet auteur dans d'autres. Alors, est-ce que parce que c'est un projet moins personnel, c'est une commande, je sais pas. En tout cas, t'avais lu Swamp Thing ou pas ? Swamp Thing, je l'avais pas lu, mais notamment ce que j'ai pas retrouvé, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait zéro attache. C'est ce qui m'a le plus dérangé finalement, au-delà des textes, la complexité, c'est qu'il y a zéro attachement aux personnages, quoi. Au bout de 3 issues, ces personnages, en fait, ils sont tellement nombreux et il y a tellement d'informations compliquées et parfois pour pas grand-chose. Quand ils vont attaquer le complexe dans l'épisode 2, il y a des tartines entières pour un truc dont on a l'impression, peut-être à tort, mais qui reviendra pas plus que ça plus tard, ou en tout cas qu'on aurait pu nous l'expliquer de manière plus simple. Pareil dans la mission, dans le 3, il y a des tartines pour nous expliquer un truc monstrueux et je suis pas sûr qu'on ait besoin d'autant. Donc il y a tellement d'informations, tellement de personnages que on sait rien d'eux, on sait à peu près rien d'eux, il y en a aucun auquel on arrive à s'attacher. Et donc, pour moi, ça a été une lecture, et je m'y attendais pas, parce qu'en plus, je choisis un titre de Ramvi, c'était en toute confiance, mais vraiment, j'ai pas retrouvé, j'étais perdu, c'est trop compliqué, il y a trop de tartines de texte, on s'attache pas au perso, même le fait que, on parle de célébrer les Américains d'origine asiatique et des îles du Pacifique. Je trouvais qu'il n'y avait pas de spécificité par rapport à ça, que l'histoire était très, très générique, c'est-à-dire que oui, ça se passe à Mumbai, ça se passe dans les services secrets et l'armée indienne, mais ça aurait pu être aux States ou en Angleterre. Finalement, c'était pareil. Enfin, il n'y a pas de valeur ajoutée. Alors, est-ce qu'il y a besoin qu'il y ait une valeur ajoutée à propos de ça ? Non, peut-être pas, mais en tout cas, il n'y en a pas spécifiquement. Donc voilà, je me suis tristement ennuyé. Alors, peut-être que je suis injuste parce que je l'ai lu un peu fatigué. Je suis curieux de savoir ce qu'en pensent mes camarades. Ok, donc un nom pour Jean.
Regen. Tu appuies sur tu te retournes de ta chaise et tu. Alors, je serais peut-être un petit peu moins salé de mon côté. C'est sûr que c'est en mode espionnage. Donc, machin qui veut tromper machin, qui en fait bosse pour machin. Ça, c'est un petit peu inévitable quand on a des ambiances un petit peu chill, un petit peu mission impossible, très clairement. Hein, voler le visage, clin d'œil, hein, bien sûr. J'ai quand même trouvé... Alors, c'est pas dingue non plus. On va tout de suite mettre les choses au clair. Surtout, encore une fois, comme on le disait, quand on rapporte à l'auteur qui l'écrit. Mais j'ai pas passé un mauvais moment. On retrouve un petit peu un côté authority aussi, c'est-à-dire ce côté vraiment affranchir des réglementations, des gouvernements, etc., sans en avoir la profondeur, soyons parfaitement clairs. Mais effectivement, il y a cette volonté-là. Déjà, moi, ce que je vois aussi, c'est que je le place aussi en termes d'éditorial. C'est-à-dire que même si la série est sympa sans plus, ça ouvre un nouveau pan dans l'univers d'ici. Parce que, encore une fois, d'habitude, c'est un Américain né sur le sol américain qui se bat pour les Américains. Et c'est bien d'avoir des personnages qui ne sont pas liés spécifiquement à ces ambiances-là. Donc, rien que pour ça, c'est pas suffisant pour vendre le bouquin, bien sûr, mais de se dire que maintenant, dans l'univers d'ici, il y a cette entité qui ne répond pas à ces critères-là, c'est quand même plutôt cool, au final. Et évidemment, c'est pas suffisant, encore une fois. Petite remarque sur le visuel, c'est sans plus. C'est un peu 90, ouais, c'est ça. Voilà. Il y a du bon, il y a du moins bon, il y a des décors, mais il y a... Voilà, dessin de 90 avec les couleurs de 2010. J'ai pas parlé des dessins parce que j'avais déjà tiré beaucoup sur l'ambulance. Non, il y a pas de souci. Mais je suis d'accord, moi ça m'a fait penser à du Mark Bagley en moins bien. Et j'aime j'aime beaucoup Mark Bagley, mais sauf que Mark Bagley c'était chouette dans les années 90-2000 et que là c'est fonctionnel mais ça manque cruellement de magie. C'est qui Mark Bagley ? C'est un dessinateur qui a beaucoup travaillé sur Spider-Man et notamment sur Ultimate Spider-Man. Ensuite, il a été chez DC, il a fait Superman, il a fait... Et moi, c'est quelqu'un que vraiment j'aime beaucoup encore maintenant, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, son trait, il a un petit peu... C'est normal, il a un peu vieilli. Et quand je vois quelqu'un qui fait des dessins qui s'en rapprochent aujourd'hui, du coup, ça me... En plus, voilà, enfin, j'ai pas de problème avec les vieux dessinateurs. L'agisme. Mais dans le contexte, ouais, j'ai trouvé que ça manquait de folie, quoi. Ok. Je pense qu'un de ses plus gros défauts, c'est que c'est en 6. Et très clairement, au bout de 3, on voit à peu près où ça va aller, bien sûr, mais ça va pas raconter grand-chose, évidemment. Après, voilà, bon, il y a ceux qui savent sauront, il y a Prince Robot dans le comics. Vous comprendrez. Non, c'est un peu un acte manqué, c'est un peu dommage, c'est pas catastrophique, c'est pas génial, c'est un peu cet entre-deux-eaux qu'on peut avoir de temps en temps. Comme je dis, moi je continue à voir la partie éditoriale qui est bénéfique au global, ça pourrait être réutilisé plus tard dans d'autres aventures. Oui, j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus punchy, d'un peu plus osé. Notamment, un exemple tout bête, l'agent de liaison dont il parlait. Au bout de 3 issues, on se demande mais pourquoi il y a un agent de liaison en fait si elle ne sait pas ce qui se passe, elle n'est pas au courant et c'est le professeur du TUC qui s'occupe de tout. Il y a 2-3 trucs comme ça. Et puis c'est affreux. La pauvre, je me suis moqué d'elle, mais parce qu'en fait, elle est là que pour dire des trucs. Ah, mais c'est le Robin. C'est genre, oh mon Dieu, regarde. Oui, voilà. C'est qui lui ? C'est quoi ses pouvoirs ? Vas-y, dis-moi. Voilà. Et puis chaque fois, elle dit, il va pas y arriver. Ouais. Si. Donc, vraiment sans plus. Pour donner un contre-exemple de ce que citait Ghost dans le chat, Tom Taylor sur la Suicide Code, l'histoire qu'il avait mis en place, il y avait un peu plus d'enjeux, effectivement. Là, il y a le côté espionnage. Peut-être qu'il va y avoir des plot twists, puisqu'il y a un côté gros espionnage, donc peut-être ça va se retourner dans les 2-3 issues suivantes. Mais est-ce que je serai encore là pour les voir ? J'avoue, je ne sais pas. Pour l'instant, où j'en suis par rapport à ce titre, point d'interrogation. Personne n'a lu jusqu'au 6e. C'est pas sorti, on est au 4. Ah, c'est pas sorti encore. 4 Autant pour moi. Non. Ok. Non, mais je demandais, des fois on pousse même un peu par masochisme, tu vois, mais juste pour se demander jusqu'où ça va. Peut-être la bonne surprise, ouais. Voilà. Donc, un nom, un mouif. Et du XT. coup, en fait, moi, alors, premier truc que j'ai noté, c'est
J'ai écrit sur mes... Bon, revenons dans le contexte. Quand je fais les reviews, première chose que je fais, c'est je regarde les quelques issues, je les regarde rapido, je fais ok, là il y a beaucoup de texte, je vais pas lire ça ce soir. Là il y a beaucoup de texte, je vais pas lire ça ce soir. Ah tiens, ça va. Ou tiens, Vous comprenez comment il a choisi sa review. Du coup. Voilà. Là, tu t'es... Mais en fait, en fonction de l'état, comment je suis le soir, si juste avant j'ai fait ce qui m'était arrivé, j'avais lu le Wonder Woman de Azzarello juste avant, Quelle beauté. j'avais envie de lire un truc un peu plus court après. Continue. Et donc j'ai noté, et j'ai commencé à ouvrir, puis en plus du pavé de texte, je me souviens d'une prof de français qui m'avait toujours dit quand tu lis un bouquin, il faut toujours lire la première phrase et la dernière. Pire conseil. Avant de commencer quoi que ce soit. Pour bien se spoiler. Ouais, pour bien spoiler, mais en général, la dernière phrase n'est rarement une phrase de Doctor Who spoil. te dirait que c'est une très mauvaise idée. Les vrais savent. Comment noter. Et bref, j'ai pensé à ça, et du coup, ce que j'ai fait, évidemment, j'ai rien compris. Par contre, ce que j'ai fait, c'est. Ma première note, c'était le dessin, c'est tellement banal que c'en est presque moche. Avec cette Vous pourrez le citer, bien sûr. Mais en fait, par contre, le design des persos est bien. En fait, c'est ça à prendre dans la différence. Par contre, ce que je notais, c'est qu'il y avait une vraie vibe Ninjak, pour ceux qui ont lu un peu de Valiant, qui est un peu, en fait, ce côté espionnage à travers le monde, avec des personnages sidekicks qui arrivent là, team de super-héros qui se rassemblent, mais en même temps qui sont chacun de leur côté quand même. Et sauf que dans Ninjak, ça marche vachement mieux parce qu'il y a un dynamisme bien plus important. D'ailleurs, un des auteurs qui en a écrit une de la meilleure période, on reparlera de lui tout à l'heure. Mais globalement, c'était un peu ce que ça m'inspirait. Et par contre, il y a d'autres choses. C'est-à-dire que moi, le côté, il construit son équipe, comment Ramvé arrive à construire une équipe, en fait, j'arrive à adhérer un peu à ça. J'arrive pas à adhérer au personnage, mais j'arrive à adhérer à l'équipe en tant qu'équipe, quoi. Pas au personnage en lui-même. Genre, la dynamique d'équipe de chacun va faire quoi, comme ça. Et ça, il arrive bien à le faire. Maintenant, en effet, les personnages sont tamponnes. Par contre, 6 numéros, c'est pas possible. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression de l'avoir lu une intro où il fallait tout condenser à un truc, mais genre, dans ma tête, ça devrait au moins en 12 numéros, un truc pareil, pour avoir un début d'intrigue. Ou sinon, je fais une toute petite parenthèse par rapport à ça. Comme vous le savez, c'est un vrai sujet sur Comics Outcast. Les éditeurs sont pas clairs. Ils annoncent d'abord que c'est une mini, puis après ils prolongent. Ensuite, c'est l'inverse. Voilà, de ce qu'on en sait, c'est en 6 en tout cas. Ouais. Mais j'ai l'impression que j'ai, est-ce que c'est pas justement le genre de... En fait, c'est une mini-série pour présenter. C'est ça, et puis si ça marche, on lance un ongoing en fait. Mais en fait, pour moi, du coup, quand j'ai eu beaucoup de frustration parce que la première chose que je me suis dit, c'est il y en a beaucoup sous la pédale. Je sens qu'il y a vraiment une belle matière à faire vraiment un truc chouette avec. Mais ça rush trop. Enfin, il se passe pas tant de choses que ça, mais il s'en passe beaucoup de choses en même temps. Enfin, une espèce de paradoxe de. Il y a beaucoup de textes qui disent plein de choses, mais à l'image, il s'en passe pas forcément. Enfin, au cas, il s'en passe pas forcément autant. Donc, mi-figue, mi-raisin. En fait, je pense que ça soulève la frustration parce que je sais très bien que mes attentes à la fin n'auront pas été comblées dans cette intrigue d'espionnage qui, on sent, pourrait être plus grosse que ce qu'elle n'est, en tout cas. Donc, voilà. Ok. Bon, alors, on va dire 2 mouifs, un nom. Ouais. Ou même 2 noms, un mouif. Ouais. 2 mouifs, un nom, ouais. Allez, 2 mouifs, un nom. Dans tous les cas, c'est pas très glorieux. Ça me rassure, c'est-à-dire que peut-être j'ai chargé un peu à cause de ma fatigue, mais quand même, vous avez pas trouvé ça top, quoi. Non, visiblement, ça a l'air d'être plutôt général, comme avis. Très bien. Merci pour cette deuxième review, dont je rappelle le titre, c'est The Vigil, chez DC Comics. Et enfin, troisième review, je vais repasser la parole à Regan pour un grand cri du corps. Un grand cri du corps ? Ouais. Oh capitaine, mon capitaine. Je pensais plutôt à Shazam. Eh oui, effectivement. Sauf que s'appeler Shazam, ça a des contraintes. On va y revenir. Shazam, effectivement, de la période Dawn of DC. Si vous nous suivez, ça fait quelques reviews que nous faisons sur cette période-là, puisque vous venez d'en avoir une d'ailleurs juste avant, puisque The Vigil est dans la période Dawn of DC. Nous avons fait Titan aussi dans la période Dawn of DC. Donc vous risquez d'avoir quelques reviews dans les semaines, mois et je ne vais peut-être pas dire années non plus à venir, mais sur le sujet. Donc Dawn of DC, pour faire très simple, c'est une période éditoriale plus qu'autre chose. C'est-à-dire que ça permet des soft reboots. C'est-à-dire que l'auteur a le droit de commencer, il garde juste 2-3 choses de la situation précédente. Lazarus typiquement, et après il raconte son histoire un peu plus ou moins librement. Et des encarts de cover très moches.
Moi j'aime bien le fait d'avoir une cohérence éditoriale visuelle, mais c'est vrai que c'est trop gros. ça mange, ça mange un peu les pages, effectivement, les covers. Pardon, j'ai juste une question pour me resituer. Le Mary Marvel, ce que tu avais chroniqué il y a J'allais pas y longtemps. venir. Mary en fait Marvel partie. est de la période juste avant. Ah d'accord. Juste avant. Et en fait, Mary Marvel donc, démarre avant cette période-là. Ok. Et Shazam se situe... Alors, est-ce que c'est exactement à la fin de série Marvel ou quelques numéros entre eux? Ça se situe à peu près à la suite, effectivement, de la mini-série Marvel, qui était fort sympathique, souvenez-vous. Oui. Ce ne sera pas le sorti numéro de l'épisode, mais vous l'avez chez vous, bien sûr. Donc, Shazam, c'est une ongoing, en tout cas, comme d'habitude, de ce qu'on nous en dit. Au scénario, nous avons... Évidemment, j'ai envie de répondre, Mark Waid, que nous avons vu récemment sur le fort sympathique World's Finest, qui a gagné d'ailleurs le Booyah l'année dernière de la meilleure série. Daredevil, bien sûr. Kingdom Come, si j'ai besoin de le citer, etc. etc. Il faut toujours citer Kingdom Come. Évidemment, que nous avons fait en focus il n'y a pas si longtemps avec la main sur le cœur, s'il en est. Et quoi de mieux pour l'accompagner que Dan Mora, le dessinateur prodige, si je puis dire, qu'il a déjà accompagné sur World's Finest et que vous pouvez retrouver aussi sur Once and Future, qu'on vous recommande chaudement d'ailleurs, soit dit en passant. Un artiste, un futur grand, à n'en pas douter, qui en a sous le crayon. Aux couleurs, nous avons Alejandro Sanchez, qui a notamment fait Killing Time ou encore Dark Web, et au lettrage, Troy Petteri, qui a fait notamment Black Adam ou encore Cyberforce. Donc Shazam. Après moult péripéties et divers rebondissements suite à l'event Lazarus, comme je le disais, nous allons pouvoir partir sur Dawn of DC, et la famille Shazam est quelque peu dépareillée. Si vous vous souvenez, on en avait parlé de Mary Marvel qui avait repris le flambeau à la place de Billy avant la période que nous allons attaquer. Mais enfin, effectivement, Billy, à l'aube de cette nouvelle période éditoriale, a enfin récupéré ses pouvoirs. Mais évidemment, rien ne se passe toujours comme prévu, comme vous le savez. Il ne semble plus avoir le loisir de les partager avec sa famille. Parce que je rappelle, un des principes de la famille Shazam, c'est que Feu Captain Marvel, hein, souvenez-vous, toutes ces histoires de droit, pouvait partager ses pouvoirs avec sa famille. Là, il ne peut plus. Du coup, il reprend les aventures en solo. Et évidemment, quoi de mieux pour démarrer des aventures en solo qu'un dinosaure extraterrestre parlant, bien entendu, j'ai envie de vous répondre. Parlant mais j'insiste, madame, j'insiste. Oh là là. Ça ouvre littéralement là-dessus. Évidemment, c'est un plaisir instantané. Le Camoulox est immédiat, donc il va aider une famille de dinosaures extraterrestres qui s'est malheureusement crashée sur la planète Terre lors d'un voyage tout à fait anodin. Cette mini-aventure se passe plutôt bien, est assez rapide, sauf que du coup on va aussi en profiter pour présenter le personnage. Donc c'est clairement un jumping point, il n'y a pas de souci, même si vous n'avez jamais connu le personnage, vous pouvez démarrer avec, il n'y a aucun problème. Et là, il aborde rapidement un des sujets qui est récurrent avec le personnage, c'est, donc comme vous l'avez entendu, mes petits camarades l'ont appelé Shazam. Sauf que Shazam, c'est le nom qui lui permet de se transformer. Sauf quand tu as un nom qui te permet de te transformer, qui est ton nom, si jamais tu dois donner ton nom, tu te retransformes. C'est pas vraiment ce qu'on a fait de plus pratique. C'est seulement, il pouvait s'appeler Captain Marvel. Donc du coup, sa famille l'a traité avec fort humour de capitaine lors d'une aventure maritime qui s'est pas très bien passée. Et c'est resté. Donc maintenant, on va l'appeler le capitaine ou capitaine pour faire le distinguo et ne pas qu'il se retransformer quand il donne son nom. Pour la petite parenthèse. Donc il a rencontré donc cette famille extraterrestre. Il essaye du coup de se refaire une réputation puisqu'il se revient aux affaires et donc il va recommencer à sauver la veuve et l'orphelin comme il se doit. Sauf que ses pouvoirs semblent avoir quelques soucis. Et lorsqu'il va intervenir pour sauver d'une attaque dans un musée, si je dis pas de bêtises. Excusez-moi, on a lu tellement de choses. Il va se retrouver donc à réussir Encore une attaque de musée. Oui, les musées, les pauvres, hein, clairement. Être un musée dans l'univers des comics, c'est compliqué. chaud. Hein. Gardien de musée, tu crois qu'ils ont des assurances spécifiques imagine le musée Flash. Hein. Imagine ils ont un syndicat peut-être. Hein. C'est clair. Et donc il va réussir à la sauver, mais au moment de discuter avec le journaliste pour dire quelques mots, ça va partir en sucette puisqu'il va commencer à insulter tout le monde. Mais où est donc passée la sagesse de Salomon ? Le S dans Shazam, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, bien entendu. Ce que je rappelle, et puisque j'y suis, que Shazam, évidemment, ce sont les lettres des différents dieux ou personnages qui lui donnent ses pouvoirs.
la sagesse de Salomon. Je vais essayer de le faire de tête parce que je ne l'ai pas noté. Bon, a cappella. Le Allez. H de Hercule, le A de Achille. Pardon. Je dis, on te regarde avec nos yeux. Continue là. Le Z de Zeus. S-H-A, attends que je regarde où j'en suis. Le A de Atlas et le M de Mercure. Voilà, pour tous ceux qui Bravo. regardent. Ou Et leur ça- équivalent. Et ça veut dire quoi, stamina Stamina, c'est l'endurance. Ah, voilà, parce qu'il a la Effectivement, il stamina a de l'endurance Mercury. d'Atlas, tout à fait. De Hercule. d'Atlas. D'Atlas, oui, Atlas. Pardon, il me semble. je t'embrouille. Et donc, ces pouvoirs commencent à déconner et en fonction de ces lettres, pas tous en même temps. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Alors, évidemment, le lecteur qui est omniscient en sait un petit peu plus, mais en tout cas, pour lui, il en est là. Et il va rentrer chez lui pour essayer de se détendre, mais malheureusement, une bonne action ne reste jamais impunie, comme vous le savez. Et qu'est-ce qu'il retrouve chez lui ? À part un tigre qui prépare des pancakes, mais bon, Et ça, c'est c'est normal. normal, hein, puisque Tony est un personnage récurrent dans la série Shazam. Il va se retrouver avec un dinosaure, mais cette fois-ci, avec un chapeau de forme et un monocle. Alors attends, déjà, il y a un tigre qui s'appelle Tony. Oui, c'est la mascotte de l'univers Shazam. Non, c'est la mascotte de Frosty. C'est C'est ce que j'allais dire. Tony aussi- le tigre. effectivement. On avait Ok. tous la même. hein. On y a tous pensé. Je pense que le lien n'est pas anodin, effectivement. Ok, mais tu peux revenir au dinosaure avec un chapeau de forme, parce que ça m'intéresse. Ouais, à fait. ça, on Et sentait donc, il rentre chez lui, l'intérêt. il se retrouve avec un T-Rex, avec un chapeau de forme, un monocle, et surtout, malheureusement pour lui, un attaché case. Et oui, c'est de la bureaucratie qui l'attend à la Oh maison. non. Et oui. Le dinosaure vient lui expliquer que c'est bien de sauver la veuve et l'orphelin, mais qu'il faut le faire ça dans les règles. Et donc, il y a des papiers à remplir. Et pas qu'un peu. Donc, autant vous dire que la paperasserie interstellaire est digne de H2G2, et ça s'annonce long et compliqué. Voilà où on en est un petit peu au début. Alors, forcément, la bureaucratie interstellaire, les pouvoirs qui commencent à déconner, et si on rajoute en plus à ça l'empereur de la Lune, bah écoutez, ça va être compliqué quand même comme un début, il va avoir fort à faire. L'empereur de la Lune, vous inquiétez pas si ça ne vous dit rien, c'est un personnage assez obscur de DC, mais que vous avez peut-être vu si vous avez vu l'excellente série Doom Patrol, puisqu'il y fait une apparition remarquée et remarquable, j'ai envie de vous dire. Voilà un petit peu la situation globalement. Vu qu'on est entre nous, je vais vous dire qu'effectivement ses pouvoirs commencent à déconner. Lié au personnage qui lui donne ses pouvoirs. Et oui, apparemment, il y a quelque chose qui se trame autour de ces fameux Solomon, Zeus, etc., qui ont l'air de vouloir prendre un petit peu le possession, en tout cas récupérer un petit peu ce Billy Batson qui fait un peu ce qu'il veut. Et donc, ça va se tourner à la confrontation, à n'en pas douter. Voilà globalement pour ces quelques issues de démarrage fort sympathiques. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Écoutez, c'est fun, c'est efficace, on perd pas de temps, c'est nous lecteurs friendly. On a donc deux grosses trames globalement, donc les fameux pouvoirs qui déconnent et la papasserie intergalactique des dinosaures et tout ce qui va tourner autour. À noter qu'on vous en avait parlé sur Titan, vous savez, il y a eu l'event Knight Terror durant la période donc Dawn of DC, et donc la coupure est quasiment invisible. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, sur la fin de l'issue 2, si je ne dis pas de bêtises, on voit Mary Marvel s'endormir dans le canapé, et elle va avoir dans les titres dédiés de Knight of Terror son aventure en solo de son côté. Ça n'a absolument aucun impact sur la série, du coup c'est assez fluide. Contrairement à Titan, comme on disait, qui semblait un peu mou au démarrage, là c'est complètement fluide, c'est comme si de rien n'était. Donc, écoutez, moi je me suis fait plaisir. Hein. Encore une fois, comme on disait, il y a les comics un petit peu qui prennent leur temps, qui essaient de développer un tas de choses. Là, c'est du bonbon. C'est un peu dans l'ambiance de World's Finest, justement, ce côté très fun, très coloré. On joue toujours, bien sûr, sur le côté jeune de Billy Batson en parallèle. Qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Dan Mora, c'est le GOAT, clairement. Il fait partie des personnes qu'on adore voir dessiner, qui sait faire des décors en plus, donc ça n'enlève rien à ses qualités. On a quand même envie de voir poursuivre Mary Marvel parce que, comme on le disait, son comics était vraiment très cool, donc j'espère que ça continuera au niveau de ces deux trames. Mais j'ai vraiment passé un excellent moment et ça fait plaisir d'avoir ces petites friandises dans ces univers colorés aux pantalons en stretch. Moi, tu m'as eu à dinosaure parlant. Évidemment, évidemment. Et avec un haut de forme et un monocle. Ouais, mais ça, c'est le nec plus ultra, tu vois. C'est sur le gâteau. Oui. Très bien, donc un oui enthousiaste. Oh oui. Parfait, et j'aime les oui enthousiastes. Je vais repasser la parole à XT qui va nous dire ce qu'il en a pensé.
Alors, je vais vous raconter comment j'ai lu. J'ai regardé ceux qui n'avaient pas beaucoup de bulles à lire. T'avais déjà lu le tien où il y avait un personnage Voilà. muet, donc voilà. Voilà, et donc voilà, j'ai pris celui-là après, dans ma continuité, que j'ai enchaîné dans la même soirée pour le coup. Alors, première page, en effet, l'oreille du dino. Moi, la première chose que je me suis dit, je fais ok, j'ai compris, je sais à qui tu veux t'adresser. Pas à moi, mais je sais à qui tu veux t'adresser. À tous ces fans de dino que j'ai autour de moi, partout. Il vient donc de révéler en live qu'il n'est pas fan de dino. Et Donc, non. vous Eh ben, c'est pas le grave, huez il a chez juste à être viré, c'est tout. Alors que tu t'es enthousiasmé là, il y a 15 jours sur la baston King Kong Godzilla, Tout on à est quand fait. même un petit Oui, peu mais sur tu du comprends. dino. Oui, mais Ah mais les Non, cajous, je comprends. c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est un Kaiju, c'est pas dinosaure pareil. japonais, tu comprends. C'est comme les Le ramen. King Kong, Clin c'est d'œil un- pour ceux c'est qui un gorille comprendront. Je te américain. laisse continuer. Petite note sur Dan Mora. Et là, on sent dans son trait qu'il a un héritage de culture assez large et ça se sent beaucoup, c'est-à-dire dans les traits des visages. Il a clairement un héritage, l'héritage, on va dire, ce qu'on pourrait appeler manga pour le coup, dans la manière d'exprimer ses expressions, les expressions faciales. Pas le dessin global, mais vraiment au niveau des expressions faciales et je trouve que c'est marquant à ce niveau-là. Mais du coup, ça marche super bien sur Billy Batson qui arrive à être un personnage, rien qu'en le regardant, attachant. Dès qu'on le regarde, on se dit qu'il est mignon. Et puis ensuite, pendant le comics, il s'amuse à faire une petite tirade sur sa vie de choix de vie d'ado qui dépasse ses limites, etc. Enfin, que quand il est Shazam, il peut pas tout, il n'est pas exactement la même personnalité. Et que surtout, en tant que Shazam, il a des responsabilités qui sont un peu... il a des responsabilités qu'il aimerait bien pas avoir, mais qu'il est obligé d'avoir, mais qu'il veut pas avoir, quoi. Et ce qu'il explique, c'est c'est un gamin de 14 ans, ou je sais plus exactement, et qui, il a sa responsabilité d'adolescent, c'est pas sa vie, quoi. C'est pas de sauver le monde fondamentalement, c'est encore d'apprendre d'aller à l'école, et puis de se faire des copains, puis voilà, etc. Passer son permis. Voilà. Donc, et ça, en fait, toute cette partie... un peu coming of age, adolescence, en fait, c'est très très bien écrite en fait. Elle est très chouette, je trouvais très divertissante, très teen movies et c'est très bonbon quoi dans comment c'est fait. Et Tout ce qui n'est pas le film Shazam 2, soyez d'un passant. non, en effet. Oui, Si, il y a beaucoup de bonbons, il y a des Skittles. c'est vrai. Alors évidemment, ça sent l'ongoing parce qu'il y a par contre en 3 issues, il y a déjà 7 intrigues différentes qui ont démarré. C'est alors attends, ça tu vas connecter ça là? Non, il n'y a pas de connexion entre ça et ça. Ok, très bien. Parce que en effet, il y a l'intrigue des dinos, l'intrigue des dieux de Shazam, il y a l'empereur Gargax. Bref, en 3 issues. Plus, spoiler alert, des chimpanzés, mais je n'en dirai pas plus. Oui, en plus. j'ai jeté un coup d'œil sur la 4e. Mais voilà, donc pour moi concrètement, c'était en effet une lecture plaisir. Vraiment. Un chouette bonbon qui se lit avec comme une rivière qui se jette dans la mer. Oh, ça te rend Je- poète. Ok. Ça coulait. Alors, j'invente des expressions. Il me laisse sans voix. Ça m'a laissé sans voix comme un chou qui tombe par terre. Et qui fait sprout, du coup. Donc voilà, oui, c'est plutôt plaisant et bon moment. En fait, j'arrive pas à par contre, enfin, ça va. Pour le problème, c'est qu'on va dire que ça va pas pour l'instant plus loin que ça, mais c'est très divertissant et voilà, ça, un petit plaisir. J'arrive pas à trouver plus à en dire. Ok, mais dans tous les cas, c'est un oui aussi. Oui. Voilà, petit bonbon 1, petit bonbon 2. Est-ce qu'on aura le trio gagnant ce soir? Nif nif naf naf nouf nouf. Jean. Yes. Oui, c'était une réussite, monsieur dame. Oui. Alors peut-être parce que je l'ai lu juste après ce fichier. Non mais ça mis à part, quel régal. Voilà là. Attends, non, ne le range pas. Il est en train de ranger dans le numéro 1 alors que je veux revoir cette première planche parce qu'effectivement ça s'ouvre sur le dinosaure. C'est une pleine planche du capitaine en train de chevaucher un dino et enfin c'est dans quel film déjà c'est dans Jurassic Park. Non, mais un film avec Tom Cruise où il dit tu m'as eu à Hello. Oui. Jerry McGuire, voilà, c'est ça. Là, tu tournes là-bas, c'est tu m'as eu à Dino, quoi. Voilà, Titre d'épisode, soyez d'un passant. tu ouvres la première page, la première planche, tu fais ouais, d'accord, ok. Et donc c'est un vrai bonheur. Et en plus, moi, le personnage de Shazam, il m'a jamais vraiment intéressé. C'est un personnage
Parce que je le trouve trop Superman-like en fait. Il y a quelque chose de cet ordre. Il est souvent dessiné. Enfin, il a exact. En termes de silhouette, c'est le même. On rappelle historiquement que c'était littéralement un concurrent Voilà. à l'époque de Fawcett pour essayer d'aller littéralement manger les plates-bandes de Superman. Voilà. Et à tel point d'ailleurs que, et c'est normal, mais je veux dire, il y a des poses dans le comics qui sont des poses iconiques de Superman, mais pas c'est normal. Tous les dessinateurs, il y a des super-héros, des poses de super-héros classiques qui reviennent. Et Shazam, c'est Superman. Et donc, moi, à ce niveau-là, il m'avait jamais vraiment intéressé. Je m'étais jamais vraiment penché sur le perso. Je l'avais évidemment vu dans Kingdom Come, mais c'est quand même une interprétation particulière. Et donc là, je l'ai redécouvert avec vraiment beaucoup de joie, quoi. Et effectivement, c'est sympa de rappeler que c'est un gosse aussi. Notamment que dans sa base secrète, il a une PS4, des jouets, il se mate des films, il mange des bonbons, c'est un môme, quoi. Et c'est Comme un môme. ce soir, en fait. Voilà. J'y ai pensé aussi. Et en plus, voilà, il fait tout ça et en plus c'est un super héros. Donc c'est fun, c'est super bien dessiné. C'est super bien dessiné. C'est un vrai bonheur. Et puis Regan l'a dit, c'est un parfait. Le numéro 1 est un parfait reminder, si j'ai envie de dire. Ça permet de recontextualiser le personnage et de savoir ce dont on a besoin pour pouvoir suivre. Et voilà. Et qui finit sur un super cliffhanger. T'aurais pu regarder le film, t'aurais tout de suite compris qui était qui. Hein. Mais non, mais je l'ai vu le film en plus. En plus, c'est ça. Enfin, c'est qu'en plus le film, je l'ai vu. Donc c'est déjà que je m'étais pas beaucoup intéressé au personnage de Shazam avant. Le film n'avait pas aidé. Et donc là, vraiment. Enfin voilà, une issue 1 qui fait une parfaite remise, un parfait rappel et qui finit sur un super cliffhanger. On est sur du bonheur, quoi. Et c'est ongoing a priori, oui. Oui, tout à fait. Ben voilà, j'ai dit dernièrement que je lisais plus d'ongoing, mais celui-là, il me fait douter, vraiment, non, j'ai beaucoup aimé. On rappelle vite ce que c'est ongoing. Oui, donc ongoing, c'est donc des séries qui ont un début mais qui n'ont pas de fin annoncée. D'accord. Donc, ce sont souvent des séries au long terme avec plusieurs arcs narratifs, etc. Ou jusqu'à il n'y ait plus de vente. Et comme on disait tout à l'heure, où ça se transforme en mini-série en 4 parce que ça s'est pas bien vendu. Mais bon, normalement, c'est censé être ça. Alors, deux toutes petites choses. Donc, pour ceux qui se posent la question de Shazam comme personnage, effectivement, je ne saurais trop que vous recommander la maxi-série, si je ne dis pas de bêtises, avec Gary Frank et Geoff Johns, qui était vraiment excellent de la période New 52, que le premier tome. Oubliez la seconde qui est sortie une année plus tard, qui est complètement nulle. Et je tenais à préciser qu'il y a une Française dans ce comics, puisque la Joconde fait une apparition. Oh Ah oui. Bah, dans le musée, j'imagine. Dans ce fameux musée, qui est prêté ce jour-là. Oui, bon, on sait le bien truc que... qui n'arrivera jamais. Voilà, qui n'arrivera absolument jamais, mais bon, oui. c'était marrant. Ah, c'est pas réaliste, les comics. On n'y croit pas une seconde. Encore le syndicat des musées. Hein. C'est encore un autre. Encore le coup Les du pires, syndicat les des pires. musées. Très bien. Donc, pour faire un petit résumé, The Vigil, c'est non. Click, click, boom, c'est oui. Shazam, c'est oui, oui, oui. Oui. Très bien. Bon Merci bilan. pour ces reviews. On va pouvoir passer à la deuxième partie de l'émission. Oula, Alors, je crois qu'il s'était fait un malaise. tout va bien. Tout va bien. Avant qu'on lance la deuxième partie de l'émission qui est donc le focus, j'aimerais faire un petit bisou. Enfin, tout le monde se joint à moi, j'imagine, Bien à nos sûr. camarades du studio du 7 qui nous prêtent leurs locaux pour enregistrer et qui sont en plein dans une campagne de crowdfunding à laquelle vous pouvez contribuer sur Game on Tabletop. Pardon. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir tous leurs projets, etc. Enfin, c'est un truc assez génial. Et on leur fait un gros coucou et on leur envoie plein d'amour. Et des bisous. Pour leur entreprise. Très bien. Alors, le focus, qu'est-ce que c'est ? Le focus, c'est on choisit de façon, éveillée ou non, une œuvre terminée. On la lit, on en parle. Et ce soir, ce soir ou ce midi ou ce matin, selon quand est-ce que vous écoutez l'épisode, nous allons vous parler de la série terminée du sang sur les mains. Et c'est XT qui va nous faire la présentation de l'œuvre. En effet. Alors, quand j'ai proposé ce focus, clairement, j'ai harcelé mes petits camarades pour leur dire « Écoutez, On confirme. lisez-le s'il vous plaît. Non, mais on fait la semaine d'après. Non, s'il vous plaît, on le fait cette semaine. J'insiste. »
Et vous allez me dire encore du Madkin, car oui, du sang sur les mains, aussi appelé en anglais. Oui. Oui, en fait, c'est ça. En fait, le focus, c'est XT qui choisit un Madkint. Voilà. Surtout qu'on sortait de Spy Super, on me dit écoutez, j'ai un autre truc qui est génial, vous allez voir. Et donc, en version anglaise, le titre est Red-Handed, The Fine Art of Strange Crimes, qui est en effet le titre, et c'est assez important parce que le titre français est pas mauvais, loin de là, c'est juste que le petit sous-titre est intéressant. Et donc écrit et dessiné par Matt Kindt, édité en France par Monsieur Toussaint Louverture. C'est le nom de l'éditeur, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est pas le nom du gars. Qui, pour rappel, ont eu des coups éditoriaux récemment assez importants. Ils avaient édité la série des Black Blackfield, je sais plus comment. J'ai le nom, j'ai perdu le nom. Ah, le roman. Oui, le roman qu'il y avait. Voilà, et ils avaient aussi édité, en l'occurrence, Mind MGMT de Matt Kindt aussi, qui avait eu Blackwater, pardon. Blackwater, merci. Oui. Qui a eu un certain succès, et donc ils sont. Et puis c'est eux qui ont. Attends, peut-être que je me trompe, mais c'est eux qui ont édité Monsters, non? Non. Ah, c'était pas eux. Ça, c'est Fantagraphics. Oui, pardon. Autant pour moi. C'était l'œuvre d'un Focus aussi. Oui. Donc, de quoi va nous parler du sang sur les mains? Alors, un truc intéressant, c'est quand on a le livre dans les mains, la première chose qu'on regarde, c'est qu'on regarde la page de couverture, évidemment, et le sous-titre étant de l'art subtil de crimes étranges. Mais quand on regarde la 4e de couverture, nous avons un petit twist qui nous montre un petit journal de la ville de Diable Rouge où se déroulera toute notre action, avec écrit depuis l'intérieur d'un café comment commettre le crime parfait à l'envers. Il y a le petit. J'avais pas vu. Eh oui. J'avais pas vu. Tout en subtilité. Donc le livre est un peu organisé en arc, chapitre, presque anthologique d'une certaine manière, de crimes, car oui, c'est comme ça qu'ils sont décrits comme crimes, et tous plus ou moins assez loufoques. Qu'est-ce qu'un crime? Et voilà, qu'est-ce qu'un crime? Ça va être un sujet du livre. Donc, on va suivre en gros les aventures de l'inspecteur Gould dans cette petite ville de Diable Rouge pour résoudre toutes ses affaires. Donc, comment le livre est organisé du coup avec ça? Donc, on a notre chapitre, chaque chapitre va nous décrire un crime ou un contexte différent, et nous aurons à chaque fin d'arc, comme de cette manière, une brève de journal, donc avec comme on pouvait l'avoir sur certaines œuvres comme Watchmen. À la fin des chapitres, on avait quelques interstices on avait des extraits d'un journal ou d'un roman, etc. On a un peu cette même méthode. Là, on a 7 extraits de journal régulièrement, plus soit une partie d'arc de vie de notre inspecteur principal, de sa vie personnelle, ou encore on va avoir aussi pendant plusieurs fois des scènes d'interrogatoire à chaque fois, d'où toutes les cases seront noires, donc on ne sait pas qui sont présents à cet interrogatoire, enfin ce qui semble être une scène d'interrogatoire, et on ne sait pas qui est là-dedans, mais on a juste ces interactions entre deux personnages, entre clairement ce qui semble être le détective et le suspect, et qui vont ensuite débattre régulièrement sur la place de l'art, la place du crime, qu'est-ce qu'un crime fondamentalement, question de morale et de justice. Ouais, en fait, on va suivre toutes ces intrigues comme ça. Alors, pour aller un peu plus dans le détail de ce que ça va nous raconter, pour le côté un peu loufoque, la première enquête va nous faire suivre une jeune femme qu'on doit se faire virer du bar ou du resto dans lequel elle travaille, et curieusement, on la voit partir avec un tabouret dans les bras. On dit, qu'est-ce qu'il y a fou avec ce bar avec le tabouret du resto dans les bras? Et en fait, un peu plus tard, on se rend compte qu'en fait, cette dame est une voleuse de chaises. C'est-à-dire que son king, c'est de voler des chaises. Littéralement. Le ton est donné. Exactement, le ton est donné. Et en fait, elle va pousser, elle va être entre guillemets provoquée à aller toujours de plus en plus loin dans ce vol de chaises, jusqu'à se dire, je vais voler la chaise ultime, une chaise électrique. Ok. Oui, et ça part un peu. En fait, tout l'arc et tout le bouquin est un peu comme ça sur cette variété de crimes plus ou moins entre guillemets loufoques, parce que c'est pas loufoque de voler une chaise électrique, mais surtout dans la manière dont c'est écrit, on nous le présente pas comme ça, quoi. On sent que c'est un problème dans la personne, dans ce qu'elle fait, quoi. Et ensuite, évidemment, cette voleuse se fera arrêter, et nous avons un article pour dire que l'inspecteur Gould a arrêté notre criminelle voleuse de chaises.
Elle a été arrêtée. Le crime, le nombre de cas résolus d'enquête de crime n'a jamais été aussi haut. Incroyable. Et on va suivre en fait la vie aussi de cette ville de Diable Rouge sur ces fameux nombres d'enquêtes résolues. On a ensuite une histoire sur un autre personnage, l'histoire d'un voleur de tableaux qui découpe des tableaux qu'il va découper en petits morceaux pour revendre les morceaux et se faire encore plus d'argent et ensuite les racheter. Enfin, toute une combine. Concrètement, encore tout aussi loufoque. Tout ça pour récupérer de l'argent là-dessus, qui se fait arrêter du coup pour recel d'art et pour ce genre de choses. Et là, à la fin, on nous fait un petit débat sur qu'est-ce que c'est la propriété et les conventions sociales qui justifieraient le vol. C'est assez intéressant parce que ça se finit toujours sur la description d'un crime et un commentaire sur le type de crime qui est commis à chaque fin de numéro. Et on a ensuite c'est des petits strips sur Gould, donc j'en parlais, qui expliquent ses habitudes du métier. Et ce qui est marrant, c'est que ces petits strips dans la vie personnelle de l'inspecteur, en fait, elles sont pas dessinées comme les autres. C'est-à-dire qu'en fait, on dirait que c'est juste le brouillon d'une planche de BD. C'est qu'on a vraiment le côté, on a encore les traits bleus qui traînent sur ces fameuses planches. En fait, on a encore les coups de crayon qui sont laissés là, comme si c'était vraiment, très brouillon. C'est pas du tout comme le reste du bouquin qui est beaucoup plus travaillé dès que ça parle au niveau de l'intrigue. C'est assez marrant de comment il découpe en format son intrigue en fonction de quoi il parle, de comment il l'aborde. On a aussi une qui m'a fait beaucoup rire, une histoire d'une criminelle, la fourmi, le chapitre s'intitule, qui est en fait une écrivaine qui écrit un livre où chaque lettre, elle doit aller la chercher. Chaque lettre, chaque mot, elle doit le chercher de la manière où elle peut, de la manière la plus complexe qu'elle peut, c'est-à-dire qu'elle va se mettre à voler des panneaux, voler des panneaux publicitaires, voler des lettres, découper des lettres d'un truc d'exposition pour écrire son livre et les mots avec ça. Et j'ai trouvé l'analogie de comment la complexité d'écrire quelque chose, de créer quelque chose, du travail complexe que ça peut être, superbe en fait dans la manière dont c'est décrit. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, quand elle présente son livre, elle se fait balancer c'est comment elle se fait dénoncer en tant que voleuse, la fameuse voleuse de lettres de panneaux. C'est qu'elle se fait balancer par l'éditeur à qui elle a proposé son livre, en fait, tout simplement. Et c'est comme ça que, encore une fois, l'inspecteur Gould aura résolu une nouvelle affaire. Mais pour autant, le crime, au global, les meurtres, le crime à Diable Rouge continue de monter malgré un nombre de crimes résolus qui n'a jamais été aussi haut. Le taux de criminalité l'est tout autant, jamais été aussi haut non plus. Et là, on a aussi quelque chose, juste avec cette phrase que je veux dire, c'est qu'on a aussi un fond d'intrigue est-ce que cette justice qu'on veut, est-ce qu'arrêter la justice, on va dire, arrêter les criminels ou attendre pour les attraper, n'est-elle pas finalement une autre manière que de provoquer encore plus de crimes plutôt que de faire de la prévention, ce genre de choses. On a un peu cet axe-là de recherche d'idées qui est un peu évoqué en fait en discours sous-jacent. On a aussi, donc je vais repasser après un peu plus dans les grandes lignes, mais on a cette histoire de ce fameux vieux pickpocket, un vieux monsieur qui continue de faire des pickpockets mais qui perd la mémoire en même temps et qui vole plein de porte-monnaie qu'il conserve chez lui et au tel point qu'il ne sait plus si sa carte d'identité quand on le retrouve, si c'est la sienne ou si c'est son vrai nom ou pas. Il y a ce côté presque triste mais aussi drôle dans la manière dont c'est présenté. On a ce réparateur qui prend en photo en fait, les culottes des jeunes dames pendant qu'il répare l'ascenseur, qui prend tout plein de photos de ce genre-là. Et en fait, on se dit mais en fait, on a quatre histoires un peu indépendantes. On se dit mais où est-ce qu'on nous emmène, parce qu'on a toujours quand même cette fin d'interrogatoire qui arrive, mais on a quand même un espèce de fil conducteur qu'on voit, qui est cet inspecteur Gould qui va essayer d'arrêter tous les criminels, mais quand même il va y avoir un lien. On commence à le voir quand l'histoire d'après nous montre une femme qui est avec un homme faisant une mise en scène d'adultère, et puis en gros une personne une fausse détective en gros, qui va piéger des gens pour leur faire des fausses photos d'adultère pour ce qu'on appelle le compromat en russe, comme on dit, c'est-à-dire faire en sorte de créer des éléments compromettants pour la personne pour l'obliger à faire ce qu'on veut.
Et donc, on a ça, mais en même temps, elle, on voit qu'aussi c'est une amie. Enfin, elle travaille avec la femme de Gould qui va bientôt faire une exposition à Diable Rouge de photographie. Et plus tard, on verra que certaines photographies seront en fait certaines photographies viendront en fait de cette personne qui avait pris en photo les culottes de ces dames qui a été arrêtée auparavant. Donc on commence à voir l'intrigue, qui commence à mettre les bouts les uns à côté des autres et qui commence à les réunir tout petit peu, qui nous le dissémine pour nous dire, tu vois, là il y a quand même des liens qui se rapprochent vers notre inspecteur, quelque chose peut-être un peu plus large. Ensuite on a aussi notre personnage d'artiste de la fuite, où on nous parle d'un personnage qui vit pour le frisson de la fuite d'un braquage de banque et qui a décidé de se retirer à Hawaï avec sa douce, mais en même temps ce sentiment de lui manque, ce frisson lui manque, et donc il va peut-être y revenir. Et en même temps on se rend compte que sa copine c'est Tess. Qui c'est Tess? Je n'en ai pas parlé encore, mais Tess c'est l'agente immobilière qui a permis aux Gould de récupérer leur dernier appartement qui appartenait à un des anciens criminels. Et donc toute l'intrigue commence à se mettre petit à petit, les morceaux du puzzle se mettent en lien les uns avec les autres. Et je vais m'arrêter là pour ne pas dévoiler la fin de l'intrigue globalement, parce que elle est super bien amenée. Mais par contre, je vous en parlais sur le final où concrètement tout ce travail est fait, en effet, on prend après très vite autour de notre inspecteur et qui va nous interroger sur cette manière du crime, en fait, cette manière de jouer du crime. Alors j'essaie de pas en dévoiler trop parce que il y a un petit twist de fin qui est vraiment intéressant, qui vaut vraiment le coup d'œil et qui mérite la lecture. Mais en gros, ce qui est intéressant, c'est que le livre nous interroge en continu sur ce qu'est le crime, sur ce qu'est la justice, sur ce que sont des codes sociaux par rapport à ça. Pourquoi on le fait, pourquoi c'est pas bien, pourquoi ça peut être bien, et il y a plein de débats comme ça. Et ce qui est marrant, c'est que je trouve qu'il arrive à être très efficace sur ces différents sujets en quelques bulles ou en quelques pages seulement. Il reste sur un thème global, sur le côté criminalité et convention sociale de ce que ça veut dire, mais il en aborde plusieurs thèmes, enfin plusieurs axes, et je trouve que le livre arrive très bien à en jouer. Donc après, évidemment, sur la fin du livre, on se retrouve quand même sur le fameux coup de cette explication un peu didactique de « Ah, donc en fait, c'était pour ça que machin avait fait ça, que lui était comme ça, etc. Voilà à quoi il servait dans cette intrigue. » Et en fait, vraiment, ce moment-là, c'est jouissif à la lecture. On se dit « Ah oui !» Et en fait, c'est tout aussi malin que c'est complètement con, dans le côté loufoque du côté de Matt Kinton. Et en fait, moi, ça, c'est le Matt Kinton que j'aime beaucoup. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive à raconter quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire qu'il a avec un vrai propos, tout en étant original dans la manière de le dire, ou en mettant des formes d'high concept qu'il arrive à traiter de bout en bout. Donc j'ai forcé cette lecture à mes petits camarades. Je sais pas s'ils ont le même ressenti que moi, c'est un livre que j'avais lu il y a quelques années, mais il m'avait marqué et je l'ai toujours en tête depuis. Et c'est ce qui m'a vraiment rendu amoureux de cet auteur et qui me donne chaque fois envie de lire ce qu'il fait quand il sort quelque chose, parce qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant à y voir. Alors, qui a envie de se lancer? Mais qu'on me garde pour la fin. Ok, donc Jean, à toi. Je l'avais dans ma bibliothèque depuis très longtemps, parce que mon libraire me l'avait chaudement conseillé, et je l'avais toujours pas lu. Donc grâce à XT, je l'ai lu. Et j'ai trouvé ça très bien, j'ai trouvé ça très intéressant. Vous aurez compris que je suis un petit peu fatigué en ce moment. J'ai surtout hâte de le relire, en fait. Non, mais alors, mis à part la vanne du côté... Alors, l'auteur disait, c'est un livre que j'aurais aimé que les gens lisent par petites parties et pas en un seul coup. Oui, alors peut-être que tout d'un coup... c'est lui qui le parlait. Parce que c'est assez redoutablement construit, c'est-à-dire qu'on se fait balader. Je trouvais ça très intéressant, le fait... Moi, ça m'a embarqué vers quelque chose, et à la fin, mais c'est en ça que c'est bien fait, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que... Il y a un côté... difficile d'en parler sans trop en dire. Mais il y a un côté poétique, surtout tout le début, il y a un côté poétique, il y a un côté surréaliste, il y a ces couleurs pastel, dans le trait de Matt Kinton qui est assez particulier, qui lui est très propre. Et
et les couleurs pastel et les premiers crimes qui sont vraiment à la limite de la poésie presque. Cette femme qui s'en va de partout avec des chaises, cet homme qui vend des tableaux en pièces détachées. Donc il y a quelque chose de... cet inspecteur Gould qu'on voit à peine finalement pendant le début, il apparaît toujours à la fin, on nous dit l'inspecteur Gould a encore résolu une enquête. Donc il y a un côté léger, il y a un côté de nouveau poétique, surréaliste. Il y a tout on sent qu'il y a tout un truc qui tourne autour de l'art, de réflexion autour de l'art. Et tu l'as souligné, c'est très intéressant. Effectivement, La Fourmi, c'est cette autrice qui doit voler des panneaux pour avoir les lettres de son livre. J'ai trouvé ça super. Puis petit à petit, on se dit il y a un petit lien. Effectivement, au début, moi, je m'attendais même pas à ce qu'il y ait un lien en fait entre les enquêtes, que c'était un peu une anthologie. Et donc, il y a un lien. Je m'attendais pas. Tiens, il y en a un autre. D'accord, là, il y a un truc. Et à la fin, on se prend une claque auquel on s'attend pas du tout. En tout cas, moi, je m'y attendais pas du tout. Et donc, en ça, c'est une parfaite réussite, quoi. Quand tu veux construire un récit qui surprend ton spectateur et qu'effectivement il n'a rien vu venir, compliqué parce que je veux pas le dire, mais il y a même un changement de ton auquel on s'attend pas, quoi. Oui. Du tout. C'est-à-dire que tout d'un coup c'est beaucoup plus, je vais dire ça, mais c'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus noir. Et finalement voilà, ce que je prenais au début pour une version légère et pastel d'un polar noir, à la fin se révèle être un véritable polar ultra noir. Oui. Et je l'ai pas vu venir. Et en ça, j'ai trouvé ça hyper fort. Et je serais curieux maintenant que je sais de relire et de voir comment fonctionne ce puzzle. Pas tellement le puzzle de comment le crime, le coup final a été mis en place, parce que ça, effectivement, comme tu le dis, c'est expliqué. On dit, il y a eu ça qui a créé ça, etc. Mais comment, en termes d'œuvre dramatique, il construit ça? Parce que le fait de passer, la façon dont il distille les titres, à quel moment il les met, le fait qu'il y ait des passages dessinés en noir et blanc où on voit effectivement, comme tu disais, les traits bleus de c'est pas vraiment fini, les gazettes, le côté strip, le côté couleur, un coup c'est noir et blanc, un coup il y a les textes de cet échange d'interrogatoire sur fond noir, et tout ça en fait crée un puzzle de sensations et qui se regroupe à la fin pour te créer un choc final du point de vue du récit. Mais je pense qu'il y a autre chose qu'on ne perçoit pas forcément à la première lecture. Et voilà, de nouveau, mis à part la plaisanterie, je pense que c'est un ouvrage puzzle et que ça vaut la peine d'étudier en profondeur ces mécanismes et de comprendre comment il est construit. Oui, c'est vrai que la construction est particulièrement originale dans sa manière de faire. D'un point de vue... La construction des axes. Enfin... Voilà, et ce que ça veut nous dire à la fois... comment sa forme de puzzle fonctionne avec son fond qui est une histoire de puzzle aussi, quoi. Donc j'ai trouvé ça très bien, vraiment. Voilà. Troisième avis de la soirée. Il a un petit sourire aux lèvres et il a demandé à passer en dernier. Que nous prépare-t-il, Sergen? Je suis effectivement un petit peu moins enthousiaste que mes deux camarades. Alors, au-delà du visuel, vous savez, je ne suis pas ultra client, mais ça fonctionne avec le récit, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est particulier, mais c'est pas trop le sujet. Le côté petite histoire un peu absurde, ça fait un peu, comme on disait, un petit peu anthologie, c'est sympa. Je vous avoue que j'ai toujours un peu de mal avec ces histoires qui veut que un mastermind a tout prévu dans les moindres détails et qu'à la seconde près, tu seras mort à la 18e... C'est pas le spoil, hein, c'est juste pour vous donner une idée. Tu seras mort à la 18e minute et il te reste 48 secondes à vivre précisément. Tu vois. Je trouve ça toujours un peu forcé, un peu gros. Ça m'aide pas dans le récit, même si ça ne raconte pas que ça, bien sûr. Donc les motivations aussi autour de cette action et le fond que veut raconter Mankit est intéressant, mais la motivation des personnages est beaucoup plus terre à terre
est moins efficace, je trouve, que ce que veut essayer de raconter Matt Kindt au niveau de la notion de crime, etc., et des répercussions sur les conventions sociales. Donc ça fonctionne, hein. Globalement, c'est pas, enfin, j'ai pas détesté, je vais pas dire ce que j'ai pas dit, mais je préfère effectivement ces réflexions autour de la justice, de la vérité, de la notion de crime, de ces réflexions-là, que le récit en lui-même, que je trouve un petit peu maladroit sur certains éléments, pas sur la construction. Évidemment, tout était planifié depuis le début, ça on a bien compris. Je sais pas, il m'a manqué une petite chose sur la fin pour faire passer la pilule de ce reveal autour de tout est lié, etc. Du coup, ça fait un mélange un peu étrange parce que même si les histoires sont sympas, elles sont très décousues. Alors volontairement, hein, pour créer ce jeu de pistes. Mais à la lecture, c'est pas forcément évident. Donc je comprends que j'imagine effectivement qu'une relecture, par définition, si tu sais où tu vas le lire différemment. Mais à la première lecture, c'était vraiment très décousu. Ça fait un mélange un peu étrange qui vire limite à l'absurde. Alors ça peut être poétique, hein, du coup, hein, mais ça vire clairement un petit peu à l'absurde au bout d'un petit moment. Et il y en a quand même pas mal. Il y en a, je crois, 5 ou 6, comme tu disais, de mini-histoires qui pavent la suite. Donc c'est un peu mi-figue, mi-raisin. J'apprécie par contre les réflexions de fond. Ça, je trouve ça toujours passionnant de se poser les vraies questions. Encore une fois, un crime, ce n'est qu'une convention sociale par rapport à des lois. Et c'est l'occasion d'approfondir ce sujet. Sur le récit en lui-même, sympa sans plus. C'est pas trop ma came, j'avoue. On est loin, évidemment, hein, de Spy Superbe ou ce genre de choses. Là, il y a vraiment un récit construit, donc il n'y a pas de souci avec ça. Mais je pense qu'effectivement, le fameux deuxième lecture pourrait aider. Mais est-ce que je le relirai ? Je ne sais pas. Mais c'était sympa. J'ai apprécié le fond plus que la forme. Ok, Jean, une intervention. Oui, un droit de réponse. Parce que comme on fait un focus et que on va pas faire chaque fois des red zone, quoi. Alors, heureusement. On n'est pas à ce niveau-là. Non, mais j'entends très bien ce que tu dis, parce qu'en plus il y a une des objections que tu as faites que j'ai failli prévenir quand j'ai parlé, puis parce que je te connais, et du coup je vais le faire maintenant. C'est-à-dire qu'effectivement dans le mastermind, il y a un élément en tout cas, oui, il y en a un qui est discutable, et je l'ai aussi trouvé discutable. Mais je crois qu'en fait, c'est pas le propos. C'est justement parce qu'il y a cette ambiance que j'ai appelée, maladroitement ou pas, je sais pas, mais poético-surréaliste, qui fait qu'on est. Je crois que c'est pas son but de faire forcément un truc qui se tient à 100% comme un film qui voudrait montrer un mastermind, un plan, et que le fait qu'il y ait un petit. Enfin voilà, on est. Je sais pas si je m'exprime bien, mais je crois que c'est pas. Tu vas me dire c'est l'excuse de la poésie peut-être. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est pas le plus important. Pour lui, son fond prime sur voilà. ses arrangements de forme. Mais je lis quand même un comics, donc forcément j'ai une histoire qui se déroule sous mes yeux et forcément c'est peut-être des détails, mais c'est dommage. Voilà. Ouais, mais c'est pas comme tu dis. Moi, je trouve, enfin, j'en tiens par rigueur et je me suis dit pour ce coup la même chose, mais en fait c'est tellement presque un détail dans tout le reste. C'est sur la qualité de la construction. Enfin moi, c'est vraiment la construction de ce comics qui en fait. Enfin moi, c'est un de mes top 10 ever concrètement pour moi celui-là. Parce que cette construction, elle me laisse encore pantois encore aujourd'hui de comment il nous amène d'un point A à un point B, comment il nous raconte. Chaque petite histoire nous raconte vraiment quelque chose de singulier et avec beaucoup d'émotions pour certains. Enfin, en quelques pages, des personnages qui ont deux dialogues. Des photos de culottes, hein, il y a du monde. Non, mais le pickpocket est Japon, vraiment. Tu es mauvais. Tout ça. Non, mais tu es mauvais. Le pickpocket est si touchant, je trouve, son personnage, alors qu'il dit 4 phrases, quoi. Donc, bref, ouais. On vous le recommande chaudement, quoi qu'en dise Reagan. Je suis content d'avoir gagné gens à cette cause. Lisez Berserker, bien sûr, hein, de Matt Kindt. Non, je plaisante. Non, ne faites pas ça. C'est pas de Matt Kindt, c'est de Keanu Reeves. Évidemment. Très bien, merci pour cette présentation, ce petit focus très enthousiaste, mis à part sur la partie droite de la table, ce qui est très visuel, donc désolé pour le côté audio du podcast. Oh, droite, ils comprennent. Ouais, ça va. Je crois qu'on va pouvoir passer à la troisième partie de l'émission.
Avant d'entamer cette troisième partie de l'émotion, j'allais dire. Oh, Ça marche aussi. Oui, ça marche, ça marche. Un petit peu de réclame pour nos réseaux sociaux. Si vous souhaitez vous tenir au courant de notre communication générale, publication des épisodes, etc. Donc, vous pouvez nous trouver un peu partout, il faut être honnête. Sur Twitter, sous le pseudo Comics Outcast. Sur Instagram, sous le pseudo Comics Outcast. Et oui, nous sommes très Qui l'aurait originaux. cru, hein. Et oui, mais ça marche bien, les gens nous trouvent plus facilement quand même. Si on s'était appelé Micheline, ça aurait été plus compliqué quand même. Plus technique. Ouais. Vous pouvez nous trouver sur Facebook. Alors, petit trip, là, c'est Bouya Comic Club. Ben oui. Et le oui, Bouya Comics et Club. vous pouvez Le seul retrouver unique. Jean dessus parce qu'il est quasiment le seul membre actif sur le Bouya Comic Club, il faut être honnête. C'est faux. C'est-à-dire qu'il y a une publication par mois, en général 2 mois, et je suis le plus, comment ils disent, le plus grand contributeur de. J'ai le badge de plus grand. T'as le petit diamant, c'est ça C'est mignon. Non, mais c'est pas vrai, je suis pas toujours tout seul. Il y a des gens qui viennent. Cet été, on a beaucoup échangé. On a parlé de nos lectures respectives dans le Bouya Comics Club, c'était chouette. Oui, non, mais c'est parce qu'on charrie Facebook, mais on l'aime bien quand même. Ce Bouya Comic Club. Comme un vieil oncle, un petit peu. Pas raciste. incontinent. Ne Pas dis pas cette raciste, phrase. ouais. Vous pouvez également retrouver toute notre communauté, une grande partie de notre communauté sur notre Discord Vaisseau Hypersensas, où là vous aurez le plaisir et le bonheur d'être mêlé à des gens qui aiment d'autres podcasts de Vaisseau Hypersensas, puisque évidemment nous ne sommes pas seuls. Vous pouvez nous soutenir bien évidemment sur Patreon, sur pareil, Vaisseau Hypersensas. Voilà, Patreon c'est important, ça nous permet d'avoir des menus monnaie qui nous permettent de renouveler le matériel, d'organiser des événements, etc. Enfin voilà, on est en train de réfléchir à rebooster un petit peu le Patreon pour ne rien vous cacher. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez nous trouver sur un peu tous les réseaux que je viens de citer. Et enfin, voilà, pour l'anecdote, vous nous retrouverez bientôt sur Blue Sky. Voilà, puisqu'on a un code. Et voilà, le temps de s'occuper des paperasses. Exactement. On a les droits. Mais Blue Sky par rapport à Facebook, par exemple, c'est quoi le. Par rapport à Facebook. Ah non, on va pas rentrer dans comment les dire. explications. Est-ce que tu vois Skyblog? Hein? Voilà. Je me rappelle de MySpace. Oui, je voulais faire une référence à MySpace, mais j'ai pas osé. Je sais pas si les gens se souviennent de MySpace. Ah oui, IRC. Ah, IRC, c'est encore différent. Enfin bref, c'est pas le sujet du podcast. Pas net. En plus, l'heure tourne, donc je regarde juste un petit coup d'œil au chrono quand même de temps en temps, même si c'est pas très efficace. Nous allons pouvoir entamer la troisième partie de l'émission avec le Hors les Bulles. Donc le Hors les Bulles, c'est nous parlons de l'univers comics qui n'est pas de la publication papier. Films, séries, jeux, etc. Et ce soir, je suis très contente. Et j'ai pas confirmer du que c'est la plus Ok. contente d'entre nous. Voilà, j'ai pas du tout fait le forcing. Non, c'est pas vrai. Ils ont été enthousiastes en disant allez, on se lance dans la machine. C'était l'émission du forcing en fait. Voilà. Puisque ce soir, nous allons vous parler de Blue Beetle et je vais avoir le plaisir de participer au débat en plus, puisque je l'ai vu. Alors que je n'avais pas lu les autres publications, en grosse feignasse que je suis. Xbox les a vus. Voilà. Très bien. Qui veut se lancer? Toi. Moi? Toi. Ça me paraît Ok, tout indiqué. alors attends, je regarde. Est-ce que j'ai pris des notes? Non, j'ai pas pris de notes sur la fiche technique, donc n'hésitez pas. Je peux Voilà. te faire juste la partie technique si tu Eh ben, veux. je veux bien que tu fasses la partie technique. Donc c'est de cette année, hein, puisqu'il est sorti du cinéma. D'ailleurs, c'est de la semaine dernière. Enfin, il vient tout juste de sortir, enfin de partir des salles, je veux dire. Oui. Lapsus. Réalisateur Angel Manuel Soto, qui a réalisé notamment Charm City King et La Granja. Voilà. Au scénario, Gareth Dunette Alcocer, qui a écrit notamment Miss Bala et Contrapello. Toujours Voilà. prout. Pas mieux. Et côté Un musique, sprout. The Hassan Clock. Pareil. Toujours. Écoutez, voilà. Donc des gens dont on connaît les noms, Tout à fait. vraisemblablement, dont on connaît la carrière et dont on connaît éventuellement la qualité. Bon alors, Blue Beetle, je vous la fais vite, c'est un super-héros que je pense la plupart des gens vont découvrir avec ce film s'ils ont le courage de se lancer dans l'inconnu. Parce que faut avoir envie... Alors, j'allais dire un truc très méchant. Faut avoir envie de voir un film d'essai en ce moment. Parce oui, que non, c'est vrai. dernièrement, ils nous ont pas quand même doté de la crème de la crème. Et un film d'art, ça va. Un film d'art. Et d'essai. Oh, putain. Elle est tellement facile, mais elle est tellement validée.
Parce que voilà, on sort de Black Adam, on sort de Shazam 2, on sort de choses un peu compliquées. Et là, DC nous dit, ok, on vous balance un super-héros dont quasiment personne n'a jamais entendu parler. Je parle en noob de DC, hein. Après vous pouvez me jeter des pierres si vous le connaissez, et dans ce cas-là, grand bien vous en fasse. Pour info, du coup, c'est l'avant-dernier film de ce vieux Exactement. Du DCIU DCU mouvant. machin. Voilà. Ah, j'ai pas cité The Flash en film qui donnait pas envie mon aussi. Dieu. Voilà. Enfin bref, donc c'était la partie introduction. Qu'est-ce qu'on va voir Meilleur au que No cinéma? Way Home. Blue Beetle. Qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Jaime Reyes, qui revient dans sa ville natale. Ça ressemble un peu à la Californie, mêlé à la Floride, on sait pas trop, un peu des deux. Enfin bref, il fait beau, il y a une communauté latine-américaine assez conséquente. Et évidemment, c'est sa famille a ces origines-là. C'est important. C'est pour ça que je me permets de le préciser. Et donc, il se retrouve à revenir dans sa famille après avoir fait ses études. Et là, c'est la merde, il n'y a plus d'argent, c'est le bordel. Il doit prendre un petit boulot pour pouvoir aider sa famille à subsister. Et il va croiser Victoria Cord, pardon. K-O-R-D. K-O-R-D, joué par Susan Sarandon, que j'adore. Qui est clairement venue là pour toucher son chèque, mais qui fait le job. Elle est horrible. Enfin bref. Et en fait, il va faire la rencontre de la nièce de Victoria Cord, qui s'appelle Jenny, et qui lui dit « Ah, mais moi, je vais te proposer un job et tout. Viens me voir au bureau. » Et là, elle l'emmène dans une embrouille, parce qu'en fait, elle a décidé de voler un objet chez Cord Industries. Alors, on ne sait pas ce que c'est à la base. Et le seul moyen de le faire sortir de le bâtiment, c'est de le donner à Raim, qui a rien demandé, qui était juste là pour son entretien d'embauche, avec son petit costume, ses petits cheveux gominés, et qui se retrouve à ramener ça chez lui avec sa famille un peu barrée, dans une boîte de burgers. Il faut savoir que la famille de Raim, je ne sais pas, je suis désolée, Raimé plutôt, ouais, c'est ça. Il parle très vite dans la VO, donc enfin bref. La famille de Raimé est haute en couleur et un peu casse-pied. Et évidemment, quand ils rapportent cet objet secret dans une boîte de burgers, la première chose qu'ils ont envie de faire, alors que l'instruction c'est ne l'ouvrez pas, bien évidemment, la première chose à faire qu'ils ont envie de faire, c'est l'ouvrir et faire les cons avec. Moi, je pensais que c'était manger le burger. Ça aurait été bien, mais bon. Et en fait, ils se rendent compte qu'effectivement, c'est un objet qui ressemble à un scarabée bleu et qui va prendre possession du corps de Raimé. Oh, incroyable. À partir de là, il va y avoir toute une intrigue. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Au cas où vous auriez envie de le voir, ça serait dommage de vous faire spoiler quand même. Il va y avoir toute une intrigue sur les valeurs de la famille, les valeurs de la... comment dire, tout ce qui est fabrication d'armes, le capitalisme, ce genre de trucs. Mais c'est surtout la famille, le travail ensemble, la bonté du cœur, etc. Et c'est un film qui techniquement est super mignon, qui est tout en couleurs. On a l'impression d'être dans les années 80, il y a des couleurs fluo partout. Il y a de la musique des années 80 aussi. Il y a une super soundtrack, avec notamment des reprises en espagnol de grands hits américains et anglais qui sont très cool. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Le casting se débrouille très bien. En fait, moi, ce que j'ai adoré dans le casting, mis à part, comme j'ai dit, Susan Sarandon qui est venue là pour toucher son chèque, j'ai trouvé qu'ils avaient un espèce de plaisir communicatif. Ils savent qu'ils sont là, qu'ils n'auront pas de suite, tu vois. Et du coup, ils n'ont rien à perdre et ils se font plaisir. J'ai noté quoi ? J'ai noté Batman qui se fait traiter de fasciste. Donc ça m'a fait plaisir. Aussi. Batman is a fasciste. J'ai noté Carapax, donc l'homme de main de Susan Sarandon qui ressemble à Olivier Gourmet sous stéroïdes. Voilà. Maintenant que je vous l'ai dit, vous ne verrez plus que ça. Je ne pourrai plus jamais. Comme on dit. Mais tellement. Voilà. Et j'ai noté quoi ? J'ai noté la musique et les couleurs. Ouais, même les tirs et les impacts de tirs sont des feux d'artifice de couleurs fluo. Du coup, ça donne un côté vraiment très agréable visuellement au film. Et
Enfin voilà, c'est mignon. Ça n'a rien inventé. Ça n'a rien inventé du tout. Mais c'est, comme on dit souvent, un petit bonbon. Le meilleur film d'essai, en fait. Et c'est probable. Non, mais sincèrement, c'est le meilleur film d'essai que j'ai vu cette année, en tout cas. Ah oui, il n'y a pas de doute, ça. Et voilà, et je l'ai vu 2 fois. En plus, je fais partie des irréductibles qui l'ont vu au cinéma. Et je suis très contente de l'avoir vu sur grand écran. Et nous l'avons tous Mais vu. nous au aussi, cinéma. il était à l'affiche jusqu'à la semaine dernière. Exactement. Et voilà. Et c'était un vrai plaisir de le revoir. Et en plus, voilà, j'ai pleuré, ce qui pour moi rentre dans une catégorie de films à part, cher à mon cœur, puisque j'aime les films qui me font pleurer. Bon, enfin bref, je me suis un peu étendue, c'était très confus. Je vais passer la parole à mes petits camarades, qui seront probablement moins enthousiastes, mais c'est le job. Écoute, XT, t'as l'air bien. Ouais, alors déjà, moi, je vais dire un truc. Je vais te crier Cobra Kai. Alors, oui. pour ceux qui ont la référence, c'est l'acteur principal qui s'appelle. Là, je vais écorcher son nom, je pense. Okay. Xolo, c'est clairement pas. Le X se prononce pas Xolo, ça doit se prononcer Xolo Maridueña. Je prononce très mal son nom, je m'excuse pour tous les hispanophones. Qui reprend son rôle, qui était l'un des personnages principaux de Cobra Kai et que. En fait, il a déjà un capital sympathie énorme de ma part juste parce qu'il est là. Ne serait-ce que pour ça. J'ai pas vu Cobra Kai, c'est l'acteur principal du coup Ouais. Ok. Et qui. Je savais pas non plus. Cobra Kai qui est du coup la Karate Kid 30 ans après, en l'occurrence. Et qui est mieux que Karate Kid en soi, d'ailleurs. Mais du coup, alors pareil que toi, c'est-à-dire que moi j'ai passé un très bon moment. En termes de films de super-héros cette année. Qu'est-ce qu'on a eu? Je sais même, je demande, c'est pareil, c'est pas le meilleur film de super-héros que j'ai vu cette année. Ah ouais, mais si vous comparez avec les films de cette année, évidemment. C'est vraiment, Et pourquoi pas? C'est-à-dire qu'en fait, comme tu dis, il sait qu'il va pas, il est pas là pour te faire 15 minutes suite, il est pas là pour être dans un univers partagé quelconque. Ah, tu parlais de films de super-héros globalement cette année? Oui. Ou que d'ici? Non, je te parle pas de Spider-Man Across the Spider-Verse. Ça, et puis il y a Guardian de la Galaxie 3, comme le rappelle aussi Guillaume. Enfin, il y a eu d'autres trucs quand même cette année. Oui, c'est vrai. Bon, toi pour moi, il y a eu Guardian. Mais reste que quand même, c'était très divertissant. Qu'en effet, la famille est extrêmement attachante. C'est-à-dire qu'en effet, c'est hyper loufoque. Ils vont pas nous faire. L'intrigue clairement est là en termes de fond. Elle est là pour s'amuser. Juste un défaut, c'est la fin qui finit trop en bagarre. Enfin, la fin, c'est le moment où j'ai commencé à décrocher. C'est-à-dire que Ça reste un film d'essai. Hein, oui, non mais voilà. Il y avait un peu trop. Là, c'était le moment où tout se passait dans le noir. Et bagarre CGI. La bagarre dans le noir qui était ce qui m'a moins accroché. Mais toutes les scènes de famille sont extrêmement touchantes et je pense que c'est avec ce regard-là qu'il faut regarder ce film, c'est-à-dire sur la construction de ce qu'il fait autour. C'est pas la partie super-héros qui est vraiment le plus sympa, ni le sentiment d'équipe, c'est le côté familial. Et cette partie-là est vraiment chouette. Le film est vraiment drôle aussi, faut le dire. C'est pas l'humour, c'est pas l'humour trop super-héros qu'on a l'habitude de voir, c'est vraiment l'humour de film de comédie, plus comédie que film super-héros classique, je trouve. La tarte à la crème. Ouais, c'est tarte à la crème, non, mais ça, pas de problème. C'est pas, comme on dit, comme disait Luc, ça ne révolutionne pas grand-chose, mais c'est très sympa, quoi. J'ai passé un très bon moment. Il aurait mérité certainement plus que ce qu'il a eu, je pense. Voilà. Oula. Allez, Jean. Ok. Alors. Tu n'auras peut-être pas de petit cœur avec les doigts, toi. Ouais, j'ai l'impression que. Comment dire Bon, on assiste à la fin de l'ère des films de super-héros. J'espère que tout le monde autour de cette table en a conscience. C'est fait la 5e fois, je crois, non? Oui. Non, mais ça va arriver. Je veux dire, le western a eu un âge d'or et à un moment donné, quand ils avaient tout fait, ça s'est arrêté. Le peplum a eu un âge d'or et à un moment donné, quand ils ont tout fait, ça s'est arrêté. On en parle justement, Guardian Galaxy a explosé le box-office. Mais bon. Oui, mais c'est des soubresauts. Il va y avoir. Across Spider-Verse a explosé le box-office. Le problème, c'est le problème de des rentabilité. Gardian de la Galaxie, en termes de rentabilité, je sais pas. Je vais pas regarder. Il y a pas de souci. Donc voilà, non, enfin, je fais un peu l'endo. Enfin, c'est embêtant. J'avais rien contre ce film. Vous voyez le regard de Luxbox. Ouais. Ah non. Je baisse ma casquette pour pas voir son regard. Je l'ai regardé dimanche après-midi. Et ça tombait bien, effectivement, comme film de dimanche après-midi. Dans le côté léger, sympathique, coloré. Dans le côté mash-up
de tout ce qu'on a déjà vu, parce que ça ressemble à Iron Man, ça ressemble à Spider-Man, vous pouvez faire un ça bingo, ressemble... ça y a pas de doute. Ouais. Et ce qui est normal, hein, je veux dire, les super-héros s'appuient toujours un peu sur les mêmes recettes, donc c'est en ça que je dis oui, effectivement, il y a encore des films qui vont marcher, mais on va arriver au bout, dans le sens où au bout d'un moment, est-ce qu'on va pouvoir continuer vraiment à raconter des choses nouvelles? Ça va être compliqué surtout, et là, ça pourrait faire le job. Moi, j'ai eu un vrai moment de sympathie sur ce film au début, notamment le cast et toute la famille. Je les ai trouvés très sympathiques, je les ai trouvés très drôles, je les ai trouvés assez touchants. Le fait qu'on me racontait une histoire que j'avais déjà vue 1000 fois, finalement, ça pouvait passer quand même en mode... Tant que c'est bien raconté. Voilà. Mais sauf que voilà, c'est pas bien raconté. En fait, moi, tout d'un coup, il y a le moment où je décroche parce qu'il y a des bugs de scénar alors que j'étais vraiment en mode ok, c'est cool, ça va, je passe un bon moment. Il y a tout d'un coup des bugs de scénar qui me font complètement décrocher. Ça commence avec le vol du scarabée. Je veux dire, il s'agit, dans l'intro, on nous a présenté le scarabée comme le truc que la méchante cherche depuis tout le temps. C'est le méga artefact sur lequel tout repose, sa fortune future, son plan machiavélique, tout. Le truc, il est posé dans un pauvre labo où il y a un mec, il n'y a pas de sécurité. À côté d'une boîte de burgers. La seule sécurité qu'il y a, c'est qu'il faut avoir un badge et que le mec soit pas là. La fille, elle arrive à avoir un badge. Et donc, ce truc qui est le super objet et tout, il n'a aucune protection. Hein, elle arrive à avoir un badge, mais c'est sa boîte quand même. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le truc, il n'est pas sécurisé du tout. Il est gardé. Oui. Voilà, en plus... Quand ils s'aperçoivent que le truc a été volé, t'as la sécurité qui dit « Il faut fermer toutes les portes immédiatement !» Et ils mettent 10 minutes à fermer toutes les portes. Donc elle a 100 fois il y a beaucoup de portes. Il y a un truc comme ça. C'est des portes manuelles, c'est pas des portes automatiques. Et c'est dommage parce que c'est le genre de truc qui du coup me font sortir. Et il y en a un autre qui m'a rendu fou aussi. C'est à un moment donné, la famille du héros principal va se faire attaquer par les méchants, ce qui se justifie complètement dans l'histoire qu'ils aillent les attaquer. Mais comment notre héros, qui à ce moment-là n'est pas là, sait que sa famille va être attaquée? Alors c'est génial, il est avec Victoria, elle s'appelle, ouais. Ils sont dans un endroit, ils ont trouvé un autre endroit secret, etc. Jenny, tu veux dire Jenny, pardon, Victoria c'est méchante. Et ils sont avec Jenny sur le toit d'un endroit secret, etc. Enfin d'un ancien manoir, bref. Et ils sont sur le toit et ils voient passer un hélico de la société Cord au-dessus d'eux. Hélico, effectivement, dont on sait plus ou moins qu'il est l'hélico de Victoria parce qu'il a des couleurs fluo particulières, mais le fait est que l'hélico passe au-dessus de leur tête. Et je vous jure, j'invente pas du tout. Ils disent « Ah, c'est Victoria, mais où elle va ? Ah, elle va sûrement s'en prendre à ma famille !» Et là, je fais sérieusement, les gars, son argument pour dire ils vont attaquer ma famille, c'est juste parce qu'il se trouve que l'hélico passait pile au-dessus d'eux à ce moment-là. Elle avait peut-être un grand panneau, je vais attaquer ta famille. Mais l'intrigue est à peu près de ce niveau-là. Et c'est ça qui est dommage. Et ça me fait sortir complètement. Et, tu as perdu ton âme d'enfant. Et des trucs un peu. Et par contre, des trucs plus embêtants, parce que là, à la limite, c'est anecdotique, même si ça me fait sortir malheureusement du récit. Mais à force de vouloir faire plusieurs choses différentes, du coup, il y a des choses qui se contredisent de manière extrêmement forte par rapport à ce qu'on veut raconter dans l'histoire et par rapport à des gags qu'on a envie de faire. Notamment, il y a toute une petite thématique sur tuer ou ne pas tuer quand on est un super-héros. Là, il y a une reprise de ce qu'on a vu. Mais de nouveau, c'est pas grave dans le Spider-Man du MCU, à savoir que le costume qu'il a est vivant, il lui parle, et le costume est en mesure de faire matérialiser toutes les armes, et notamment des armes létales. Et au début, il veut chaque fois tuer les méchants, et c'est le héros qui dit non, on tue pas. Et donc, il y a tout un truc là autour, et même un mini-arc là-dessus que j'ai trouvé bien, et sa résolution à la fin, et notamment ce qui se passe avec le personnage de Carapax, j'ai trouvé ça vraiment chouette et vraiment bien vu. Et ça allait dans cet arc de est-ce qu'il faut tuer ou pas tuer, et spoiler alerte, non. Ok, sauf qu'à côté de ça, sa famille dézingue dézingue de l'homme de main à la tour de bras, à la mitrailleuse, et en mode gag, même à un moment donné ils en empalent un, c'est quand même assez dur, ils en empalent un, il faut 20 points, et donc
je veux dire, pourquoi pas? Ça peut être drôle, parce qu'en plus, ce qui se passe autour de la famille, notamment autour de la grand-mère, est très drôle. Mais le fait d'avoir les deux ensemble dans le même film, ça se court-circuite et tu fais, mais non, ça marche pas, quoi. Donc, je vais m'arrêter là. J'ai pas passé un mauvais moment, mais c'est dommage qu'il y ait des trucs de scénar tellement aberrants qui, du coup, me font sortir et me font décrocher. Donc, voilà. Ok. Mais c'était pas si méchant, t'as vu. Non, mais t'auras pas de cœur avec les doigts. Regan, à Alors, toi. s'il a pas de cœur avec droit, qu'est-ce que je vais avoir, moi? Ah là là. Non, mais je m'attendais à un peu de sel quand même, mais Oh j'y oui. tenais. Si tu veux, je peux commencer par le point positif. J'ai vu bien pire. J'ai vu bien pire. Et dans le DCU. Donc, déjà, c'est pas ce que j'ai vu de pire dans le DCU, effectivement. Ensuite, c'est cheesy, c'est gros sabots, ça tient. La cohérence est complètement en option. Déjà, je sais pourquoi Lux a aimé, c'est parce que la méchante dans le film, c'est Luxbox. Oh. En version Karen, hein, donc un cran au-dessus. Mais je croyais qu'il y avait des regards. Il y a un petit truc, ouais. Tu insinues que je ressemble à Susan Sarandon? Ouais, il y a un petit truc, ouais. Mais tu sais que tu vas avoir des cœurs avec les doigts. Mais voilà. Il suffisait de trouver par là. Il savait dire où il allait. a Hein. triché, quoi. Flatté. Mais t'as tellement Non, mais triché. tu sais, J'ai pas le droit de faire ça. C'est une de mes héroïnes rousses de la vie, tu vois. Donc forcément, ça me fait plaisir. J'ai clairement pensé à toi. Bon, version Karen de l'enfer, bien sûr. Ouais. Voilà, le plus gros problème, c'est cheesy. La famille, le pouvoir de la famille. C'est comme le pouvoir de l'amitié, vous voyez. Ça solutionne à peu près tout et n'importe quoi. L'oncle qui est mécano à son heure, qui devient hacker de génie. Enfin, je vous en passe, c'est des meilleurs. Enfin, Oui, c'est Moi, Il y a il des- fait il y a mourir des de rire, ce trucs. personnage, moi. Même si Il y a je des le trucs, trouve ça ne tient. Rudy, quoi. encore une fois, c'est pas forcément gros. suspension of belief, mais il y a quand même un minimum pour essayer de me laisser emporter. Et là, ça part dans tous les sens. Il y a même une scène à la fin qui fait un peu maçon du cœur. Moi, je peux pas. Ces trucs-là, je peux pas. Quoi. Ouh, je baisse. Je te jure, j'ai pensé à ça quand ça arrive. Et voilà, la méchante, par exemple, elle répète toutes les 3 phrases. Elle est clairement là pour cachetonner. Hein. For the greater good. J'ai l'impression de voir Hot Fuzz, tu vois. C'était quelque chose. Les scènes sont trop longues. Même quand elles sont marrantes, chaque scène est vraiment un petit peu trop longue. Après, voilà, c'est coloré. Visuellement, il y a quelques idées, soit dit en passant, en termes de combat, en termes d'armure, en termes d'effets. C'est pas ce qu'il y a de pire. Encore une fois, j'ai vu bien pire. Enfin, je veux dire, Black Adam était pire que ça. Je sais que certains ne seront pas d'accord, mais Black Adam ne racontait rien, il n'en avait rien à cirer. Là, Et puis, il y a The Flash, je vous rappelle, il y a oui, The non, mais Flash. ce Flash, j'en parle même pas. Quoi, Voilà. tellement on préfère l'oublier. Mais voilà, il y a ce Moi, je côté ne peux pas. brûler la rétine. Donc il y a vraiment ce côté. Je vois bien ce qu'ils essayent de faire, pas trop se prendre la tête, mais encore une fois, le suspension of belief, c'est pas une obligation dans un film où des super-héros volent, mais comme on le disait, un truc tout bête. Tu démarres sur une recherche, ça fait des dizaines d'années qu'elle recherche ça, c'est l'artefact le plus précieux de la planète, toute son industrie est basée là-dessus, et c'est dans une boîte en bas à gauche, à côté de la chauffeuse. Non, c'est par pitié. Du coup, et vu que ça se distille tout le long, ces aberrations, ces rebondissements à la con, du coup, il y a des moments d'émotion qui pourraient marcher, notamment autour du père, sans en dire plus, qui... C'est mal amené, c'est pas mauvais, mais c'est rushé en plus. Donc, voilà, film du dimanche après-midi, effectivement, mais ouais, j'ai eu un peu de mal. Encore une fois, j'ai pas passé un mauvais moment, ce qui est déjà énorme. Il méritait pas tout le bashing qu'il s'est pris, clairement, et le résultat au box-office, c'était clairement pas le sujet. Encore une fois, quand on voit Shazam et tout ce qu'il y avait avant, ça méritait bien plus de bashing et faire moins d'entrées que ça. Mais ça n'apporte clairement pas grand-chose globalement. C'est du film fait un peu en mode mécanique. Vite vu, vite oublié. Mais t'as des acteurs qui ont du cœur, et ça compte. Ouais, mais encore une fois, tu vois, je vais pas en détail, mais la grand-mère, ça marche pas, je suis désolé. Ok, ça a fait rire, j'imagine, mais ça marche pas du tout, en fait. Ça n'a aucun sens, quoi. Enfin, tout n'a aucun sens. Mais après, si on s'en fout du sens, on déroule. Et je rajoute un élément qui m'est propre. Forcément, quand on lit les comics et qu'on a lu le Blue Beetle originel, qui est Ted Kord, qui est le premier personnage, c'est pas qu'il est mieux écrit d'habitude, Blue Beetle ancien ou nouveau. Le personnage nouveau a des arcs très intéressants aussi. C'est qu'en fait, il y a toute une partie avec ce Blue Beetle et Booster Gold
qui est un moment assez fort dans les comics et qui est vraiment un grand moment du comics au niveau de leur relation un peu particulière et tout ce qu'il y aura dans cette finalité. Et du coup, on passe à côté. On n'a pas des scènes post-génériques, je crois pas. Ouais. Il y en a 2, dont une inutile. Voilà, sachant que, clairement, vous vous doutez bien que ça va pas aller plus loin que ça. Effectivement, on sous-entend que Ted Kord, bouchez-vous les oreilles, serait toujours vivant. Oui, mais j'ai trouvé ça chouette, je veux dire même avant la scène post-générique, qu'ils évoquent le Ted Kord, le Blue Beetle original. Et ça, j'ai trouvé ça chouette. C'est d'ailleurs dans cette scène qui mentionne le fait que Batman est fasciste. C'est ça. Oui, exactement. À noter aussi que clin d'œil si on veut, c'est Omak, qui est aussi un personnage qui a été créé par Kirby à l'époque pour DC, tout ce qui est autour de cette période de New Gods, etc. Qui était marrant. Bon, là, c'est juste un name dropping. Hein. Il est un peu. Pour le coup, je trouve. Il y a clairement rien de plus autour de ça. Enfin, pas tout à fait, parce que dans l'arc, je ne sais plus quel Crisis, il y avait un arc Omak qui précédait. Alors, c'est Infinite Crisis, effectivement, qui sert à démarrage et qui est lié aussi à Ted Kord. Qui était lié à la mort de Ted Kord. Sauf qu'on sait très bien qu'il n'y aura pas tout ça, clairement. Non, mais je veux dire, c'est plaisant, comme fan de comics, même quand ils ne développent pas un truc, que tu sens que tu as affaire à des gens qui connaissent le matériel d'origine. Et Xbox sera peut-être contente d'apprendre qu'il est question que peut-être ils survivent dans le nouveau DC. Pour être précis, vas-y. Parce que comme tu vas certainement avoir plus d'infos que moi, mais en tout cas, ce serait possible en l'état. Parce que moi, de nouveau, l'acteur principal et sa famille, je les ai trouvés très chouettes, donc pourquoi pas. Et en l'état, effectivement, dans ce film, il mentionne Superman, Batman, Flash, mais on ne les voit pas. Donc ça pourrait être très bien les Superman, Batman, Flash du nouveau DCU en train de naître. Si ça se trouve, c'est le premier film du nouveau DCU et on ne le sait pas. Alors, eux non plus d'ailleurs, au moment où ils l'ont tourné. De ce qu'on sait, en fait, non. Mais en gros, ce qu'il a sous-entendu, parce qu'encore une fois, les interprétations, etc., mais en gros, c'est bien de l'ancien DCU, tout ce qu'on a vu. D'accord. Mais il va pas se priver de garder certains personnages et certains acteurs. Donc, apparemment, effectivement, Blue Beetle pourrait tout à fait être le même acteur qui revient dans la nouvelle itération du DCU. Imaginez, ils font ça avec Michael Keaton. Cool. Non. Qu'ils font pas ça avec Georges Clooney. Oh là là. Les bas de tétons et la batte. Mais j'espère qu'un jour on fera un hors-les-bulles sur Batman et Robin. Et je serai aussi enthousiaste que devant Blue Beetle. Sérieux ? Alors, je rappelle qu'on en a fait un sur Green Lantern, donc honnêtement, on est prêt à tout. Ok, écoute, pour un jour où on sait pas quoi faire. Mais là, le prochain hors-les-bulles, sans spoiler, l'horloge clic-clac. Ok. Sur ce petit teasing auquel je n'ai absolument rien compris, alors que j'ai accès au fichier qui indique le prochain hors-les-bulles. Moi non plus, mais parce que moi j'ai jamais trouvé été le fichier. Il est pas sur Facebook déjà. Et non, Gigoz, bien tenté. Bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Petit tour de table, XT, merci beaucoup. Où peut-on te retrouver ? Sur Blue Sky, incroyable. XT Fate, toujours XTPHATE. Pareil sur Twitter, je crois que c'est pareil. Et puis sur le Discord, évidemment, avec tout le monde. Yay! Jean, un peu de pub. Oui, une page de pub tout de suite. La page de publicité Jean Voca. Vous pouvez retrouver Jean Voca dans la cartographie des chimères, une production du vaisseau Hypersensas, un podcast de fiction mis en musique notamment par Adrien Larousé. Et de même qu'une semaine sur deux à la place de Comics Outcast dans Les Grains de Sable, qui revient sur le Sandman de Neil Gaiman avec mon ami Zéphiriel. Et si vous voulez me parler, me dire des trucs sympa, je suis sur Instagram et sur le Discord et bien sûr dans le Bouya Comics Club sur Facebook. Évidemment. Regen, merci également. Et merci, au fait, je t'ai même pas remercié. Oh là là, que je suis ingrate. Merci d'avoir participé à la mission, c'était cool. Et Regen, merci également d'être avec nous autour de cette table. Merci. Et ouais, pareil, un peu de pub, un peu de communication. Non, les suspects habituels. Prigmore sur Twitter, Regen sur Discord, Gérovit sur Instagram et Regen sur Blue Sky en l'état des choses actuelles. C'est déjà pas mal, hein. Voilà.
Quant à Et moi, toi, j'étais. Bah voilà, j'allais dire j'étais Luxbox. Toujours un plaisir de présenter une émission de Comics Outcast ou de participer en tant que chroniqueuse quand je n'ai pas la flemme et le temps. Prochain coup. Oui, la prochaine fois. Vous pouvez me retrouver principalement sur le Discord, sur Twitter @Luxbox, sur Discord Luxbox et sur Blue Sky Luxbox. Voilà, c'est très simple. Luxbox, quoi. C'est très facile à trouver. Voilà. Et bien sur ce, merci à tous les trois. Merci et à chers toi. auditeurs, chers Merci. auditrices, on se Merci, retrouve Victor. Merci dans les 15 patronautes. jours. Ah oui, À merci très les bientôt. patronautes. Tout à fait. Ah, j'ai oublié. Je suis nulle. Mais ils savent qu'on les aime. Mais oui, mais on pense à vous et on revient vers vous bientôt. Et des bisous. Des bisous, des bisous. Salut. Fin de transmission.